veuillez m'excuser. Nous avons tout d'abord à procéder à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi 583 modifiant le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et invitant le gouvernement à une refonte de la fiscalité locale qui est inscrite à l'ordre du jour de la journée de séance réservée au groupe Rassemblement National jeudi 12 janvier 2023. On doit rapidement procéder à cette nomination car le groupe Rassemblement National est d'accord pour que la PPL soit examinée en commission dès mercredi prochain 14 décembre. Monsieur Sébastien Chenu étant candidat à cette nomination, s'il n'y a pas d'opposition, je propose qu'il en soit ainsi décidé. Pas d'opposition, c'est réglé. Juste un petit mot d'introduction avant de donner la parole à nos invités. J'ai voulu, et avec l'accord unanime du bureau, inaugurer une série d'auditions où, en gros, l'idée, c'est de donner une carte blanche aux rapporteurs spéciaux sur, évidemment, le thème de leur rapport, de façon à auditionner des personnes qui peuvent ainsi être auditionnées publiquement, puisque c'est télédiffusé, mais également répondre à vos questions. Donc, vous avez reçu de la part de l'administrateur un mot vous invitant à faire connaître vos propositions d'audition, les thèmes. Plusieurs d'entre vous ont déjà remonté, donc on va en faire une chaque semaine. Je trouve que c'est une manière intéressante non seulement de mettre en valeur les rapporteurs spéciaux, leurs rapports, notamment, alors c'est pas la raison principale, mais notamment cette année où pas mal d'entre eux n'ont pas eu l'occasion de les présenter en séance, mais également justement d'avoir du coup une diversité de rapporteurs, puisque ça tombe bien, mais les rapports spéciaux sont aussi évidemment pluralistes et donnés à différents groupes, ce qui nous assure quand même une palette assez diverse dans les personnes qui seront auditionnées. Donc, d'accord, ok, merci Monsieur Hetzel. Donc ce matin, on commence donc avec le rapport spécial de Madame Alma Dufour et Sébastien Rome, qui ont souhaité auditionner l'autorité de sûreté nucléaire. Donc il y a Olivier Gupta, directeur général de l'autorité, Christophe Quintin, inspecteur en chef. Je remercie donc d'être venu ce matin pour parler des problématiques de l'autorité de sûreté nucléaire, qui évidemment intéresse notre commission de finances. Cette audition, donc je l'ai dit, nous a été suggérée par les rapporteurs spéciaux de la mission écologie, développement et mobilité durable. Je vais proposer, je vais donner la parole d'abord à mon collègue Hetzel qui la demande, mais sinon après, juste après, Madame Dufour et Monsieur Rome, si vous pouvez introduire les raisons de cette audition. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Simplement un commentaire sur la manière dont nous sommes obligés de travailler. La commission mixte paritaire sur le PLF ayant échoué se retrouve dans une situation qui est quand même assez ubuesque. Il est 9h58. L'horaire limite de dépôt des amendements est 10h. Au moment où on se parle, le texte sur lequel on est censé effectuer les amendements n'est pas encore en ligne. Donc voilà, je tenais quand même à alerter sur ce problème technique. C'est quand même assez curieux. Voilà, il y a un vrai problème technique. Est-ce qu'il va nous rester... Alors, on me dit qu'il attendez, l'administrateur me dit qu'il était en ligne depuis hier soir. Ah non, je confirme que non, c'est moi-même qui suis allé regarder. Alors, sauf si j'ai regardé au mauvais endroit. Oui, alors, on est d'accord sur le site du Sénat, mais pas celui de l'Assemblée. Bon, on me dit qu'il a été en ligne à 23h42. Je comprends que c'est apparemment sur le site du Sénat, c'est ça? Hein? Bon. Ok, j'ai bien noté. Mais on est... alors, de toute façon, d'un point de vue du calendrier, de manière globale, si c'est un problème, donc on est aussi peu de temps entre la CMP et la discussion ce soir, ça c'est clair, je ne peux que le dire. Mais c'est lié à l'ordre du jour qui est imposé par le gouvernement avec, vous le savez, on ne va pas faire de langue de bois, un probable 49.3 avant même que les amendements soient discutés, ce qui renvoie après des problématiques de calendrier vis-à-vis de motions de censure et autres. Bon. Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires. Je pense que de toute façon, on est dans un contexte qui n'est pas terrible sur l'examen du budget. Je donne la parole immédiatement à Alma Dufour et Sébastien. Monsieur le Président, mes chers collègues, le sujet de l'énergie n'a jamais été aussi brûlant. La géopolitique des énergies fossiles semble nous échapper des mains. La moitié de notre parc nucléaire a été à l'arrêt, dont une partie pour corrosion sous contrainte pendant plusieurs mois. Le changement climatique affecte la capacité de production des centrales hydrauliques. Alors que les industries mettent déjà la clé sous la porte parce que leurs factures explosent,
alors que certains ménages en tout cas, ont beaucoup de mal à chauffer, on nous annonce désormais des coupures potentielles qui pourraient quand même affecter jusqu'à 6 millions de personnes en France. Donc oui, le sujet de l'énergie n'a jamais été aussi brûlant. Et c'est dans ce cadre que nous allons discuter et que nous avons commencé à discuter le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, puis celui de nucléaire. Aujourd'hui, les partis politiques se déchirent entre eux sur le mix énergétique à adopter, en caricaturant un débat majeur entre une opposition simpliste entre nucléaire et énergie renouvelable. Il nous semble donc impératif aujourd'hui, avant de rentrer plus avant dans les débats en séance, de demander l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire sur son diagnostic sur les implications en termes de sûreté de la situation énergétique actuelle, de celle de la situation énergétique des prochaines années et de celle après l'année 2030. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui sollicité l'autorité de sûreté nucléaire et nous les remercions d'avoir accepté avec des si brefs délais. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'est un sujet absolument majeur. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire. Je dis ça mais vraiment, ce serait important que tout le monde soit très attentif, je pense, à ce qui va être dit par l'ASN dans les prochaines minutes. Bon, allez-y. Oui, juste, Monsieur le Président, juste un point de méthode. Je crois que nous avons acté en bureau que les rapporteurs spéciaux puissent, et c'est très bien, proposer un certain nombre d'auditions. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable pour autant que les rapporteurs spéciaux interviennent. Je pense qu'ils doivent intervenir après l'audition, mais on doit garder l'idée d'une audition. Je comprends, je ne me remets pas en doute ce que vous avez dit. Je dis simplement sur la méthode. Je crois quand on fait une audition, on fait une audition. Bon, ce que je vous propose, c'est que comme la proposition est venue de moi, j'ai pris mon autorité de proposer la manière dont on le faisait, avec une explication de contexte de pourquoi les personnes étaient invitées. Pas de problème pour le revoir en bureau. Là, pour le moment, je propose qu'on en reste là. D'accord ? Voilà. Donc là, je vous donne la parole. Attendez, je donne la parole à Olivier Gupta parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse, non ? Voilà. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation, car pour l'autorité administrative indépendante que nous sommes, la relation avec le Parlement est essentielle. Alors, nous avons régulièrement des auditions devant l'OPEXT. Nous avons chaque année l'occasion d'échanger sur notre budget avec les rapporteurs spéciaux que vous désignez. Mais je crois que c'est la première fois que nous sommes invités à rendre compte de notre activité directement devant votre commission. Je suis donc accompagné par Christophe Quintin, qui a en charge le pilotage de tout le dispositif d'inspection à l'ASN. Je commencerai peut-être par quelques mots de présentation de l'ASN en écho finalement à l'introduction qui vient d'être faite. Notre mission à nous, c'est le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, avec un objectif très clair qui est la protection des personnes et de l'environnement. Ça n'est absolument pas la politique énergétique qui est gérée par d'autres acteurs, même si, bien entendu, nous pouvons avoir un certain nombre de messages à passer, mais du strict point de vue de la sûreté. Et donc, je m'en tiendrai naturellement à ce champ de responsabilité très clair qui est le nôtre. Autorité administrative indépendante, je disais, donc nous sommes indépendants naturellement de ceux qui exercent des activités nucléaires, les exploitants, mais nous sommes aussi indépendants du gouvernement et également des ONG, enfin de toutes les parties prenantes qui ont un point de vue sur cette politique énergétique. L'ASN, c'est aujourd'hui 520 personnes, essentiellement des ingénieurs, mais aussi des professionnels de santé, car nous contrôlons au-delà du champ de l'industrie électronucléaire, nous contrôlons les autres activités nucléaires civiles et en particulier les utilisations médicales des rayonnements ionisants. Outre l'analyse des dossiers techniques et la préparation des décisions qui constituent la majeure partie de notre activité, nous réalisons chaque année environ 1800 inspections pour contrôler le respect des règles et évaluer la situation sur le terrain. Et puis nous intervenons également en appui des pouvoirs publics pour la gestion des situations d'urgence nucléaire ou radiologique. Nous avons également une mission d'information du public. D'ailleurs, toutes les lettres d'observation que nous formulons à l'issue de nos inspections sont rendues publiques sur notre site internet. Toutes nos décisions sont rendues publiques.
Nous intervenons régulièrement à la demande des commissions locales d'information constituées autour des sites nucléaires. Et ce n'est pas par hasard que nous avons dans nos mains ces deux missions de contrôle d'une part, d'information d'autre part. C'est parce que fondamentalement, la sûreté nucléaire et la transparence vont de pair. Alors, je vais vous présenter les principaux enjeux auxquels l'ASN va avoir à faire face dans les années à venir et qui justifient les moyens que nous demandons. Mais permettez-moi d'abord de dire un mot du contexte général du nucléaire en France et d'ailleurs plus généralement en Europe, parce que ce contexte a radicalement changé en seulement quelques mois. Pour résumer, nous sommes sortis d'une ère post-Fukushima, une décennie au fond pendant laquelle c'est la sûreté nucléaire qui s'est trouvée au centre des attentions, et nous entrons dans une ère nouvelle dans laquelle la préoccupation première de beaucoup d'acteurs devient la nécessité de produire de l'électricité. Et bien sûr, cela a des conséquences non seulement sur l'industrie nucléaire, mais aussi sur ceux qui la contrôlent. Durant les 10 ans qui ont suivi l'accident de Fukushima, tous les acteurs du nucléaire se sont mobilisés pour tirer les leçons de l'accident et mettre en œuvre d'importants travaux de renforcement de la sûreté sur l'ensemble des installations nucléaires, d'ailleurs pas seulement les centrales nucléaires. Et donc les questions de sûreté ont été naturellement au centre. Soit dit en passant, on voit bien aujourd'hui sur la centrale ukrainienne de Zaporijia la pertinence de ces travaux, puisqu'ils ont été faits en France, mais aussi, dans une certaine mesure, sur beaucoup d'autres installations en Europe. Et pour prendre un exemple, les groupes électrogènes à moteur diesel supplémentaires qui ont été ajoutés justement comme suite à l'accident de Fukushima rendent cette centrale plus robuste face aux pertes totales d'alimentation électrique externe auxquelles elle est régulièrement soumise. Alors aujourd'hui, vous le constatez, le sujet de préoccupation numéro 1 dans le domaine de l'énergie, c'est la sécurité d'approvisionnement à court terme, mais aussi à long terme, avec un appel à poursuivre l'exploitation des centrales existantes aussi longtemps que possible, et avec un nouveau programme nucléaire qui est envisagé. Alors, ce changement d'air, il n'est pas que français, on l'observe aussi dans plusieurs autres pays occidentaux, y compris d'ailleurs des pays qui avaient décidé d'arrêter le nucléaire et qui prolongent l'exploitation de certaines de leurs centrales. C'est le cas de l'Allemagne pour une durée très limitée de quelques mois, ou le cas de la Belgique pour des durées potentiellement plus longues. Et donc ce que nous disons, c'est que ce nouveau contexte ne doit pas faire perdre de vue les enjeux de sûreté. Il ne doit d'ailleurs pas non plus conduire à opposer sûreté nucléaire et production électrique, parce que ce que nous disons, c'est que la sûreté nucléaire est un bien commun. Autrement dit, personne ne tirerait profit d'un arbitrage qui pourrait conduire à un risque d'accident ou qui affaiblirait la confiance dans le contrôle du nucléaire. Nous avons échangé sur ce sujet avec nos homologues européens dans le cadre d'une association qui est l'association des responsables d'autorités de sûreté nucléaire d'Europe, WENRA. Il se trouve donc que je la préside depuis 2019. Nous avons échangé parce que donc, cette situation, on la retrouve, comme je le disais, dans différents pays européens. Et nous avons publié le mois dernier une déclaration commune pour mettre en avant l'importance de la sûreté dans ce contexte de crise énergétique et pour rappeler les responsabilités de chacun des acteurs en la matière. Nous insistons dans cette déclaration sur l'importance de l'indépendance des autorités de sûreté. Nous insistons aussi sur l'importance de donner de la visibilité sur le long terme, parce que l'absence de visibilité et de stabilité ont un impact négatif en termes de sûreté. Voilà ces quelques mots que je souhaitais exposer sur le nouveau contexte. Alors maintenant, quels sont les principaux enjeux pour le contrôle de la sûreté nucléaire dans les années à venir ? Il y a un premier enjeu qui concerne les installations actuellement en exploitation. Alors, je vais commencer par ce qu'on ne peut pas prévoir, les aléas. Et naturellement, vous en avez parlé, le gros aléa actuel sur les centrales nucléaires, ce sont ces fissures de corrosion sous contrainte qui ont été découvertes à un endroit où elles n'étaient pas attendues. Ces fissures sont un sujet sérieux au plan de la sûreté, mais qui, je le dois dire, est traité sérieusement par EDF. Sujet sérieux parce que ces fissures peuvent conduire à une fuite de l'eau qui refroidit le combustible nucléaire. Et parce que dans certains cas, ces fissures sont d'une profondeur importante. Mais c'est un sujet, comme je le disais, traité sérieusement par EDF, car EDF a pris l'initiative d'arrêter les réacteurs les plus concernés et a fait pendant tout le premier semestre de cette année un énorme travail pour comprendre le phénomène, développer des moyens de contrôle
par ultrasons, identifier les réacteurs à traiter en priorité. Il s'agit de 16 réacteurs qui seront tous contrôlés ou réparés courant 2023 au plus tard. Et les autres réacteurs du parc nucléaire le seront d'ici la fin de l'année 2025. Nous avons examiné de façon approfondie cette stratégie. Nous avons jugé qu'elle était appropriée, tout en demandant qu'elle puisse évoluer naturellement si des éléments nouveaux intervenaient, car, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet inattendu sur lequel beaucoup reste encore à apprendre. Nous ne comprenons pas absolument tout dans les phénomènes physiques qui gouvernent l'évolution de ces fissures, et donc il faudra, le cas échéant, s'adapter s'il y avait des évolutions. Mais donc, au global, vous voyez que c'est un sujet qui va encore nous occuper pendant plusieurs années. Alors, concernant les installations actuellement en fonctionnement, il y a aussi ce qu'on peut prévoir, c'est le vieillissement. Il y a un chiffre qui est intéressant à avoir en tête, c'est que les 3/4 des centrales nucléaires actuellement en exploitation ont été construites en une décennie seulement, celle des années 80. Et c'est à peu près d'ailleurs l'époque à laquelle ont été construites les autres installations, celles de fabrication du combustible ou de retraitement du combustible. Donc vous voyez, beaucoup de ces installations, construites donc dans les années 80, approchent la quarantaine d'années, c'est-à-dire la durée d'exploitation qui avait été prévue au moment de leur conception. Alors 40 ans, ça n'est pas une date coup près, enfin, ça n'est pas une durée coup près, d'abord parce qu'il y a en permanence des travaux de maintenance pour remplacer les pièces qui le nécessitent, et puis aussi parce que tous les 10 ans, il y a ce système, c'est un principe inscrit dans la loi, des réexamens de sûreté avec des travaux d'amélioration de la sûreté. Ça correspond à ce qu'EDF appelle pour les 40 ans le grand carénage. Ces travaux permettent par exemple d'améliorer la capacité des installations à faire face à des températures plus élevées compte tenu du réchauffement climatique. Nous allons encore, dans les années à venir, avoir beaucoup de discussions techniques avec les exploitants sur le programme de ces réexamens de sûreté. Et puis, bien entendu, au-delà du programme, nous allons avoir à contrôler la mise en œuvre des modifications décidées sur le terrain. Au-delà de ce sujet des 40 ans, nous souhaitons avoir de la visibilité à plus long terme et conduire avec les exploitants concernés des discussions techniques approfondies sur la question suivante, qui est jusqu'à quand les installations nucléaires pourront-elles fonctionner en toute sûreté ? Encore une fois, que ce soit les centrales nucléaires ou les installations et usines du cycle du combustible. Et la réponse à cette question est extrêmement importante, parce que pour pouvoir anticiper le renouvellement de ces installations et ne pas se trouver obligé le jour venu de prolonger leur exploitation sans s'y être préparé ou de constater que ce n'est pas possible pour des raisons de sûreté, il faut donc anticiper ces discussions. Puisqu'on ne peut pas construire telles installations en seulement quelques années. J'ajoute que l'arrêt définitif d'une installation nucléaire, ça ne s'improvise pas, parce que c'est le point de départ du démantèlement, et un démantèlement, ça se prépare. C'est un projet industriel complexe, avec des enjeux encore de sûreté, mais aussi de gestion des déchets. Alors, deuxième enjeu, justement, le démantèlement et la gestion des déchets. Nous aurons encore à contrôler pendant plusieurs années, enfin, j'allais dire même de nombreuses années, la question de la reprise et du conditionnement des déchets anciens. C'est un sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit en fait de divers rebuts radioactifs qui datent des débuts du nucléaire, vraiment des tout débuts du nucléaire, des années 50 ou 60, et qui sont entreposés chez Orano ou au CEA dans des conditions de sûreté qui ne sont pas pleinement satisfaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la reprise de ces déchets est techniquement difficile. Elle est coûteuse aussi. Elle nécessite des solutions techniques qui doivent être mises au point au cas par cas. Alors, depuis quelques années, la situation progresse. Il y a une vraie reprise en main par Orano et le CEA de cette question. Mais force est de constater que la reprise de ces déchets prendra encore pas mal de temps. Donc c'est un sujet qui va encore nous occuper. Nous aurons également à contrôler le démantèlement de diverses installations nucléaires anciennes. Je pense en particulier aux réacteurs de la filière uranium naturel graphite gaz, les tout premiers,
qui avaient été mis en service et qui sont arrêtés déjà depuis un moment. Et puis, bien sûr, en matière de gestion des déchets, les producteurs de déchets et l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, devront poursuivre le travail pour disposer de filières de gestion des déchets adaptées à chacun des types de déchets radioactifs. Alors, c'est le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs qui fixe la feuille de route en la matière, mais nous avons un travail, nous, ASN, aussi sur ce plan, puisque régulièrement, nous formulons des avis, justement, sur son contenu, et nous allons continuer à le faire. Troisième enjeu de la période, c'est naturellement le contrôle des projets d'installation nouvelles. Et pour cette question-là, l'enjeu pour l'ASN est de se préparer à contrôler des projets nouveaux, puis des chantiers en nombre inégalé depuis longtemps. Alors, pour en citer quelques-uns, il y a la piscine d'entreposage centralisée des combustibles usés, donc une nouvelle capacité d'entreposage dont la demande d'autorisation de création doit être déposée courant 2023. L'installation de stockage souterrain profond des déchets CIGEO, là aussi avec un dépôt de la demande d'autorisation de création qui est attendu en tout début d'année prochaine. Possiblement plusieurs EPR2 en fonction des conclusions des débats, mais enfin manifestement c'est le souhait. Et puis une grande variété de petits réacteurs modulaires, les fameux SMR, sur lesquels nous avons d'ailleurs déjà entamé des discussions avec certains porteurs de projets. Et donc c'est un des objectifs de notre nouveau plan stratégique pluriannuel, que nous avons d'ailleurs adopté très récemment, que de nous préparer à cette montée en puissance du contrôle donc, de ces nouvelles installations. Dans un esprit d'anticipation et de préparation, nous avons déjà eu des discussions techniques approfondies sur ces dossiers. Je pense en particulier au dossier CIGEO. De son côté, Framatome a déjà commencé à faire des essais pour la fabrication des futures pièces forgées des EPR2. Et nous avons commencé à contrôler ces pièces d'essai. Et puis sur le projet français de SMR Neward, dans la mesure où ces réacteurs ont vocation à être construits dans plusieurs pays, puisque le modèle économique de ces réacteurs, c'est d'en vendre des grandes quantités et donc dans plusieurs pays, sur des modèles similaires, bien nous avons entamé un examen conjoint avec nos homologues finlandais et tchèques. Alors, j'évoquais au tout début de mon propos le fait que nous contrôlons aussi le nucléaire médical. Et je veux en dire un mot parce qu'il y a aussi des enjeux dans ce domaine. Et il est moins sous les feux de l'actualité aujourd'hui, mais vous vous souvenez peut-être des surirradiations de patients traités par des radiothérapies pour des cancers de la prostate dans les années 2004-2005. Surirradiation qui avait concerné plusieurs dizaines de patients et qui avait, dans certains cas, conduit à des séquelles très graves, voire à des décès. Alors, nous observons lors de nos inspections que les problématiques dans ce domaine sont surtout d'ordre organisationnel et humain. Le sujet, c'est que l'hôpital parvienne à maintenir une bonne culture de radioprotection, malgré les tensions sur les effectifs que tout le monde connaît. Et un enjeu important dans les années à venir, c'est le développement des nouvelles techniques médicales. Alors, ces nouvelles techniques se développent au bénéfice des patients, naturellement, mais aussi avec des risques nouveaux en cas de mauvaise utilisation. Et il faut que les personnels médicaux apprennent à maîtriser ces nouvelles techniques, malgré les contraintes, encore une fois, importantes que nous connaissons sur les ressources humaines dans ce domaine. Et donc, nous allons devoir consacrer dans les prochaines années un effort particulier au contrôle de ces nouvelles techniques. Alors, dernier point de mon propos, finalement, une fois énumérés tous ces enjeux, l'ASN est-elle prête à y faire face ? D'abord, sommes-nous prêts en termes de personnel et de compétences ? Alors, face à tout ce que je viens de décrire, à l'évidence, nous aurons besoin de personnel. Nous aurons besoin de personnel en quantité, mais aussi en qualité de personnel plus expérimenté, parce qu'avec la poursuite du fonctionnement des installations après 40 ans, nous nous trouvons face à des sujets techniques qui sont plus complexes. Nous avons aussi besoin de personnel formé pour le contrôle des constructions nouvelles. Alors, nous consacrons déjà un gros effort à la formation, c'est 5% de notre masse salariale. Il faut savoir que quand une nouvelle recrue arrive à l'ASN, il est formé avec l'équivalent de plusieurs mois, 5 à 6 mois, si on les met bout à bout, de stage, enfin de formation théorique au nucléaire.
Et ensuite, il y a une période naturellement de compagnonnage, notamment pour apprendre à inspecter. Donc voilà, on y consacre énormément de temps. Nous avons également mis en place un dispositif dit de poste senior pour offrir des parcours de carrière en interne à l'ASN, c'est-à-dire des postes réservés ou destinés à des personnels plus expérimentés, qui nous permettent en fait justement de garder plus longtemps chez nous des inspecteurs ayant acquis une expérience importante. Donc voilà, tout un tas d'actions pour renforcer notre expérience globale, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà même finalement de la question du nombre de postes, hein, qu'on discute bien sûr avec les rapporteurs spéciaux, il nous faudra aussi rééquilibrer notre pyramide interne vers plus de profils expérimentés. Et sur ces deux points, qualitatifs et quantitatifs, naturellement, nous aurons besoin de votre soutien. Nous aurons aussi besoin que notre appui technique, l'IRSN, puisse recruter les compétences dont il a besoin pour les expertises que nous lui demandons. Et puis j'ajoute qu'au-delà des questions de personnel, il nous faudra aussi des moyens pour financer les outils que ces personnels utilisent. Je pense en particulier au développement d'outils numériques innovants pour l'appui au contrôle. Ensuite, sommes-nous prêts en termes de méthode de contrôle ? Alors là-dessus, nous avons fait un gros travail les années précédentes pour conforter notre approche du contrôle en mettant l'accent sur quelques principes fondamentaux dont nous ne dévions pas, et c'est important, indépendamment des cycles de grâce et de disgrâce du nucléaire et des positions qui les accompagnent sur le trop ou le trop peu de sûreté. Le premier principe, il paraît évident, mais j'y insiste parce qu'il est fondamental, c'est le principe de responsabilité première de l'exploitant. C'est l'exploitant, EDF, Orano, le CEA, qui fait fonctionner l'installation au quotidien. Et c'est lui qui est aux commandes. Ce n'est ni l'ASN, ni les ministères, ni aucun autre acteur. Et l'objectif fondamental du contrôle par l'ASN, c'est de vérifier que l'exploitant assume correctement sa responsabilité première. Ça n'est pas de se substituer à lui, ça n'est pas de contrôler tous ses faits et gestes. Deuxième principe, c'est d'avoir une réglementation qui reste un instrument au service de la sûreté et pas une fin en soi. Une réglementation qui s'en tient à fixer des objectifs et qui laisse une large place au dialogue technique approfondi et itératif entre les industriels d'un côté et de l'autre, l'ASN, ses groupes permanents d'experts et l'IRSN. Je crois que c'est un bon principe qui nous permet d'être exigeants quand il le faut et qui permet de ne pas fermer la porte à des innovations, et ça sera important justement dans le cas des DSMR. Troisième principe, c'est l'approche proportionnée de notre contrôle. Plus de contrôle, il y a là où il y a plus d'enjeux, et moins, c'est la conséquence, là où il y a moins d'enjeux. Nous avons déjà fait des rééquilibrages et nous en ferons encore d'autres dans les années à venir, avec un recentrage donc sur les sujets à plus fort enjeu. Et nous pensons que ces principes, responsabilisation des exploitants, dialogue technique approfondi, approche proportionnée, sont bien adaptés à la période nouvelle qui s'ouvre. Et au-delà de cette conviction, le fait de ne pas dévier de ces principes, c'est un gage de stabilité, je pense, dont la sûreté nucléaire a besoin. Je terminerai en posant la question suivante. Sommes-nous prêts en termes de processus de décision ? Finalement, nos décisions sont-elles justes et équilibrées ? Mais là-dessus, je dirais que c'est à chacun d'en juger. Je constate qu'il arrive que pour une même décision, certains la jugent laxiste et d'autres excessive. Nous veillons pour notre part à respecter 4 éléments fondamentaux dans la prise de décision. Premièrement, l'écoute des différents points de vue. Alors, celui des exploitants, naturellement, c'est absolument fondamental dans le cadre du dialogue technique. Celui des experts que nous mandatons. Celui de nos homologues étrangers, lorsqu'ils ont été confrontés à des situations similaires. Et puis, j'ajoute que nous consultons le public et les parties prenantes sur nos projets de décision. Deuxième élément, c'est la rigueur de nos processus de décision. Nous nous assurons, avant de proposer une décision au collège de l'ASN et avant que ces décisions soient prises, que l'ensemble des aspects importants pour la sûreté aient été examinés. Troisièmement, c'est la proportion de nos décisions aux enjeux. Je le dis très clairement, nous adaptons notre niveau d'exigence aux enjeux de sûreté et de radioprotection. C'est là aussi un principe, je l'ai évoqué, mais c'est un principe qui figure au nombre d'ailleurs des principes internationalement reconnus dans le contrôle de la sûreté nucléaire et la radioprotection. Et enfin, la collégialité. Chaque décision sur un sujet complexe est prise de façon collégiale par les 5 membres donc, du collège de l'ASN, après un débat dans lequel sont pesées différentes options et leurs conséquences. Et je terminerai en disant que nous nous soumettons régulièrement
au regard extérieur, le regard de nos pairs étrangers, d'abord, au travers d'audits internationaux. Nous en aurons un, d'ailleurs, au début de l'année 2024. Le regard de la Cour des comptes, votre regard aussi au travers de ces auditions. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Bien, merci. On va donc organiser les questions avec, je vais introduire pour les miennes, avec les rapporteurs spéciaux, le rapporteur général. Il y aura une première réponse et après on fera les orateurs de groupe, comme on le fait traditionnellement. Moi, j'ai deux questions en fait à vous poser. Merci d'abord de la présentation, pour ma part, à laquelle j'avais déjà été un peu habitué, puisque c'était moi qui m'occupais de ce rapport les années précédentes. Et donc, c'est aussi pour ça que je savais l'intérêt de vous écouter sur cette question. Moi, je voulais vous interroger sur votre regard, en tout cas votre analyse, y compris en termes d'impact financier, de ce que cela peut produire sur la question de la sous-traitance dans les centrales nucléaires, dont on sait qu'elle s'est développée les années passées, avec parfois des conséquences pour les personnes qui occupent ces emplois de sous-traitance, mais aussi des conséquences possibles sur la sécurité. Donc je voulais avoir votre retour là-dessus. Et puis j'ai une deuxième question à vous poser. Les moyens humains et budgétaires dont dispose l'ASN, donc évidemment, sont essentiels pour mener à bien ces missions. C'est le regard qu'on doit avoir précisément ce matin. Je sais qu'au Sénat, lors de l'examen du PLF, des financements supplémentaires à hauteur de 470 000 € ont été introduits par amendement pour financer des recrutements supplémentaires d'agents et de donner moyens de gestion plus élevés. Donc la préoccupation est évidemment globale chez les parlementaires. Quelle mission supplémentaire estimez-vous devoir prendre en charge d'ici 2030 et au-delà au regard des décisions prises actuellement en matière de politique énergique, et quels seront les effets sur les moyens humains et budgétaires qui vous sont alloués? Voilà, je suis rapide et je passe la parole aux deux rapporteurs spéciaux en leur demandant la même rapidité. Merci. Merci beaucoup. Donc merci pour cette présentation. J'avais une question. Vous avez commencé à aborder le sujet. Donc vous avez parlé de la corrosion sous contrainte, effectivement, qui a été découverte récemment, qui entraîne une indisponibilité forte de notre parc cet hiver. Première question, de telles indisponibilités, que ce soit pour la corrosion ou pour d'autres sujets, peuvent-elles se reproduire dans les prochaines années ? La deuxième question, les prévisions de production électrique et d'économie d'énergie, bref, notre marge électrique, vous paraît-elle suffisante pour prendre en compte les risques d'aléas sur l'indisponibilité du parc nucléaire actuel dans les prochaines années? Troisième question, lors de notre audition dans le cadre du rapport spécial, vous en avez un peu parlé, vous avez attiré l'attention sur le fait que le prolongement de la durée de vie des réacteurs au-delà de 50 ans n'était pas encore, qu'on n'avait pas encore prouvé que c'était possible techniquement, économiquement. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet? Enfin, puisqu'on est effectivement en commission des finances, au-delà des questions sur les ETP qui ont été posées par le président, est-ce que vous pouvez refaire un point financier sur le coût pour les finances publiques, à la fois du recarénage des centrales au-delà de 50 ans et du développement de nouveaux EPR tels que pour l'instant prévu, comme vous l'avez dit, c'est plutôt le signe qui est envoyé aujourd'hui sur les EPR et sur les SMR. Je vous remercie beaucoup. Merci également, Monsieur le Président, messieurs de l'ASN. Il y a quelques jours, Yves Bréchet, qui était haut commissaire à l'énergie atomique jusqu'en 2018, pointait face aux députés d'une autre commission, il pointait notre inculture, nous, aux députés scientifiques et techniques, et qui, selon lui, est au cœur du problème énergétique français. Donc, bon, j'espère que les questions que nous aurons ce matin sont plus de l'ordre socratique et donc qu'on fera sortir quelques vérités. Mais je voudrais revenir sur la question du nombre d'emplois. Est-ce que ce nombre d'emplois peut varier à l'avenir selon que l'on choisisse de développer ou de démanteler
partiellement, totalement le parc nucléaire et donc le rôle de l'ASN sur cette question-là. Et ensuite, vous pouvez peut-être nous faire un point aussi de votre action et de vos moyens nécessaires pour ce qui concerne les déchets nucléaires, donc le stockage, que ce soit sur le site de la Hague et sur celui de Bure. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci pour votre présentation. Chers collègues rapporteurs spéciaux, moi j'ai quatre points. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, je ne vous l'ai pas entendu dire, que le niveau de sécurité nucléaire en France est satisfaisant? Deuxièmement, sur le sujet de corrosion sous contrainte dont nous parlons tous beaucoup, quelles sont les relations que vous avez avec EDF pour le traitement de ce phénomène? Quel regard portez-vous sur le programme de travail élaboré par EDF pour faire face à ce phénomène? Et qui décide qu'un réacteur peut être relancé aujourd'hui entre vous et EDF? Ça m'intéresse de le comprendre. Troisième question, l'ASN joue-t-elle un rôle dans l'évaluation du risque nucléaire lié à la situation de la centrale de Zaporijia en Ukraine? Vous l'avez évoqué, mais ça m'intéresse de rentrer un petit peu dans le détail. Est-ce que vous intervenez? Quatrième point, peut-on considérer que vos outils de contrôle se sont améliorés avec le temps, se sont perfectionnés avec le temps? En parallèle, le niveau d'exigence, et ce serait assez logique, a également augmenté avec le temps. Autrement dit, est-ce qu'il y a 10 ans, est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce que ce phénomène de corrosion aurait-il été perçu et aurait-il entraîné un arrêt des réacteurs tel qu'il est fait aujourd'hui? Autrement dit, comment se fait l'arbitrage entre le risque et le bénéfice? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer sur la première question sur la sous-traitance, très clairement, les sous-traitants, d'abord, ils apportent des compétences spécialisées dont les exploitants ne disposent pas nécessairement en interne. Et donc, je pense qu'il faut d'abord le voir comme ça. C'est réellement sur des opérations très spécifiques, un apport pour l'exploitant qui y a recours à des compétences, encore une fois, très spécifiques et potentiellement pointues. J'ajoute que c'est un principe qui existe dans l'industrie nucléaire, mais naturellement qui est généralisé dans l'ensemble de l'industrie. Alors, au-delà de ça, d'abord, EDF a des réflexions sur l'équilibre entre sous-traitance et activités à réaliser en interne. Et à notre connaissance, il y a des réflexions actuellement au sein d'EDF pour réfléchir à réinternaliser une partie des activités actuellement sous-traitées. Il en restera encore une large part sous-traitée pour la raison que je disais, mais il y a des réflexions en ce sens. En tout état de cause, ce qui nous paraît important dans la période qui s'ouvre, période qui, comme je pense que vous avez pu le comprendre au travers de mon propos liminaire, va générer énormément de travaux, que ce soit sur les installations existantes ou les installations nouvelles. Donc ça va générer une charge extrêmement importante pour le tissu industriel. Et il importe que ce tissu industriel ait une visibilité. Et donc peut-être que la relation entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, elle s'inscrive un peu plus dans la durée, un peu plus sur un mode partenarial, comme on le voit d'ailleurs chez nos homologues britanniques, où quand je discute sur la manière dont ça se passe, j'ai le sentiment que c'est effectivement plus partenarial. Les prestataires se sentent, on va dire, peut-être mieux embarqués dans la maintenance des installations. Voilà, c'est certainement un axe, un angle qui peut être développé. Sur la question, ou les questions relatives aux moyens, alors oui, bien sûr, nous allons avoir besoin de moyens. Nous avons fait des demandes en ce sens pour le quinquennal, les 5 années donc à venir. Nous avions demandé 21 ETP sur le quinquennal. L'arbitrage du gouvernement a été de 14.
Donc voilà, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il est clair que l'amendement sénatorial auquel vous avez fait référence va dans le bon sens, puisqu'il va nous permettre justement, y compris d'anticiper un certain nombre de recrutements par rapport à l'année 2024. Et on voit que c'est nécessaire au regard de l'accélération d'un certain nombre de projets. Mais oui, encore une fois, nous aurons besoin de votre soutien pour obtenir ces moyens. Est-ce que le nombre d'emplois... Alors, je prends en même temps les autres questions qui étaient liées aux moyens. Est-ce que le nombre d'emplois peut varier en fonction des démantèlements, etc. Bien entendu, les projections que nous faisons et les demandes que nous faisons, elles sont assises, en fait, sur des scénarios de politique énergétique, de construction de nouvelles installations, d'arrêt d'installation, de démantèlement. Donc le nombre de personnes dont nous avons besoin pour contrôler une construction nouvelle n'est pas le même que celui dont nous avons besoin pour surveiller un démantèlement. Mais naturellement, nos scénarios, nous les réajustons à chaque fois qu'il y a des éléments nouveaux en ce sens. Alors, est-ce que les indisponibilités que nous connaissons en matière de production électrique, enfin de production des centrales nucléaires peuvent se reproduire? Je dirais que le phénomène, enfin le sujet de la corrosion sous contrainte, c'est quand même un sujet hors norme. J'allais dire, heureusement, on ne découvre pas des aléas comme celui-là chaque année. Alors, il y avait peut-être eu une petite alerte, on peut dire que ça comme ça, pendant l'hiver 2016-2017. C'était un autre sujet, c'était des ségrégations, enfin des excès de carbone au fond des générateurs de vapeur qui avaient été constatés. Il avait fallu arrêter, là aussi pendant la période hivernale malheureusement, un certain nombre de réacteurs pour faire des vérifications sur la teneur en carbone et vérifier qu'il n'y avait pas de risque accru de rupture. Donc ça avait conduit à une baisse de la production aussi pendant l'hiver, mais moindre naturellement que celle qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois, ce qu'on vit aujourd'hui est assez exceptionnel, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des aléas, et ça fait d'ailleurs, enfin, je pense qu'on a eu, enfin, la SN a déjà eu l'occasion de le dire. Est-ce que la marge est suffisante ? Là, je renvoie aux différents scénarios d'équilibre production-consommation et au rapport qu'a pu produire RTE. Et nous, là-dedans, finalement, on se borne à donner, si j'ose dire, des inputs ou passer des messages en matière de sûreté. Donc, oui, on dit que des situations comme celle-là, la situation de corrosion sous contrainte ou la situation de l'hiver 2016-2017, peuvent se produire, la preuve, elles se produisent. Et on dit que ceux qui gèrent l'équilibre production-consommation doivent en tenir compte. Mais il nous est difficile d'aller au-delà, parce qu'après, les leviers, ils ne sont plus dans nos mains. Ça peut être, les leviers, c'est la construction d'installations nouvelles, qu'elles soient nucléaires ou pas, c'est la sobriété énergétique, c'est d'autres leviers, mais qui ne sont plus du tout dans les mains de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, si j'élargis maintenant, non plus seulement sur le court terme, mais le plus long terme, vous évoquiez les sujets de visibilité au-delà de 50 ans. Effectivement, les prises de position les positions qu'on a prises sur la poursuite d'exploitation des centrales nucléaires, c'est la poursuite d'exploitation de 40 à 50 ans. Je reviens là sur mon chiffre, 3/4 des centrales construites dans les années 80. Ça veut dire qu'elles vont atteindre 50 ans à partir de 2030, et de façon assez rapide finalement. Donc aujourd'hui, on a une visibilité sur l'exploitation de ces centrales jusqu'à 2030, grosso modo. Alors modulo le fait qu'il n'y ait pas la découverte lors des contrôles décennaux de mauvaises surprises. Mais enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité au-delà de 50 ans. Et justement, nous appelons EDF à constituer des démonstrations de sûreté, notamment sur la cuve des réacteurs, parce que la cuve, c'est le composant non remplaçable qui finalement est susceptible d'avoir le plus d'influence sur la durée d'exploitation, de fonctionnement d'une centrale.
Donc nous appelons EDF à constituer des dossiers pour regarder, au-delà de 50 ans, combien de temps les cuves peuvent tenir. Pourquoi les cuves? Parce qu'en fait, elles sont soumises à l'irradiation par les neutrons du combustible nucléaire, et elles se fragilisent au fur et à mesure, et elles sont conçues pour tenir jusqu'à un certain point, et au-delà de cela, ça n'est plus possible. Voilà, donc ces discussions, elles doivent avoir lieu, ça va nous occuper pendant les prochaines années, et on a besoin effectivement de cette visibilité, naturellement, pour prendre les bonnes décisions. S'agissant du coût du grand carénage et du développement des projets nouveaux, moi je ne peux pas vous donner les chiffres, il faut les demander à EDF. C'est réellement à l'exploitant de vous les fournir. Il est clair que ce sont des travaux d'ampleur et des gros projets. Le message sur lequel on attire votre attention, c'est vraiment la concomitance de ces travaux et la quantité importante, l'effort extrêmement important que ça va nécessiter pour le tissu industriel français, alors en particulier nucléaire, mais ce sont des compétences, finalement, j'allais dire, industrielles en général, hein, des compétences de soudage, de montage de tuyaux, etc. S'agissant de nos actions de contrôle en matière de déchets et de cycle du combustible, eh bien, nous avons naturellement déjà eu pas mal d'interactions techniques avec l'ANDRA sur la question du stockage souterrain profond CIGEO. Nous avions, il y a quelques années, pris une position sur les options de sûreté de ce stockage, et nous allons donc entamer, à partir du début de l'année prochaine, l'examen de la demande d'autorisation de création, qui est prévue d'être déposée réellement très prochainement. Et sur les usines de La Hague, j'ai évoqué ce sujet de la reprise et du conditionnement des déchets anciens. Et de façon plus générale, il y a des réexamens de sûreté réguliers des différents ateliers qui constituent cette usine. Et puis d'ailleurs, au-delà de La Hague, il y a tous les autres usines du cycle du combustible. Vous avez peut-être entendu parler des difficultés cette année sur l'usine Melox, qui produit le combustible MOX, donc à base de plutonium. Alors, il se trouve que les difficultés sont en train de se résorber, mais ça fait partie aussi des travaux, enfin des discussions techniques qui sont les nôtres avec Orano. Est-ce que le niveau de sûreté, quel est l'état finalement de la sûreté nucléaire et de radioprotection? Est-ce que le niveau est satisfaisant? Oui, le niveau reste satisfaisant. C'est ce que l'autorité de sûreté nucléaire avait dit en début d'année dernière. Il y a, au vu de... Alors l'année n'est pas finie, mais enfin, il n'y a pas d'éléments très nouveaux. Le sujet de la corrosion sous contrainte, il est ce qu'il est, mais il est traité. Il est traité, je le disais sérieusement. Alors la relation entre l'ASN et EDF sur ce sujet, je dirais qu'elle illustre assez bien les différents principes que j'énumérais, c'est-à-dire le principe de responsabilité première de l'exploitant. C'est réellement EDF qui a été à l'initiative sur ce sujet, qui a pris les décisions d'arrêter les réacteurs concernés les plus concernés par le problème, qui a pris à bras-le-corps le sujet et a entamé des gros travaux pour comprendre l'origine du phénomène, pour développer des examens non destructifs qui n'existaient pas, enfin des procédés de contrôle par ultrasons qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Voilà, donc responsabilité première de l'exploitant, approche proportionnée aussi, tenant compte des différents enjeux, et je pense que ça a été le cas. Et puis, effectivement, illustration aussi du dialogue technique approfondi, puisque c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé avec EDF. Côté ASN, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça nous consomme actuellement et depuis 1 an l'équivalent de 6 équivalents temps plein. Donc c'est pas rien à notre échelle. C'est un gros sujet sur lequel on a en permanence des discussions sur les justifications apportées par EDF, sur la pertinence des travaux envisagés. On réalise aussi beaucoup d'inspections. On en a réalisé une 40aine jusqu'à présent sur les travaux, la mise en œuvre des contrôles. Alors, qui décide qu'un réacteur peut être relancé? Et puis ça renvoie aussi à votre question sur finalement le sujet de l'arbitrage. Là aussi, la façon normale de faire, c'est que l'exploitant soit porteur de son propre point de vue sur le sujet d'abord. C'est-à-dire,
est-ce qu'il considère en responsabilité que la situation est suffisamment saine pour que le réacteur puisse redémarrer. Donc c'est vraiment d'abord à l'exploitant de se forger son propre point de vue là-dessus. Et une fois seulement que l'exploitant a son point de vue, il nous le soumet, et ensuite on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Alors, encore une fois, sur la corrosion sous contrainte, on a, pour la plupart, enfin, dans la plupart des cas, été d'accord avec EDF. On a eu tout récemment un désaccord sur le redémarrage du réacteur Cattenom 1, sur lequel des fissures importantes avaient été trouvées, 2 fissures de plusieurs millimètres de profondeur. En fait, nous avons considéré que les hypothèses prises pour justifier la tenue de ces fissures dans le temps, parce qu'en plus il faut tenir compte de la possible évolution de ces fissures sur la durée d'exploitation envisagée, ces hypothèses étaient fragiles compte tenu des incertitudes qui entourent ce sujet, et que le réacteur donc ne pouvait pas redémarrer avant que ces fissures aient été réparées. C'est à ce stade le seul désaccord que nous avons eu avec EDF. Voilà. Et encore une fois, je pense que à la fois les relations entre l'ASN et EDF et les prises de position de l'ASN, elles illustrent cette notion d'approche proportionnée et de prise en compte des enjeux à leur juste proportion qui est la nôtre. Est-ce que les outils de contrôle se sont améliorés et au fond, est-ce qu'on est plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était avant ? Moi, je dirais plutôt que la sûreté, et ça très clairement, la sûreté des centrales actuelles, et ce malgré le fait qu'elles soient plus âgées, la sûreté des centrales actuelles est meilleure que ce qu'elle était au démarrage, à leur démarrage. Alors ça peut paraître paradoxal justement à cause du vieillissement, mais ça ne l'est pas parce que justement tous les 10 ans, il y a ces fameux travaux de réexamen de sûreté et d'amélioration de la sûreté qui sont mis en œuvre. Et donc je pense qu'on peut effectivement dire ça aujourd'hui. S'agissant du strict niveau d'exigence de l'ASN, je pense que s'il avait été constaté des fissures du même type il y a 10, 20 ou 30 ans, c'est naturellement difficile à dire, mais je ne serais pas surpris qu'on ait, nos prédécesseurs aient eu le même genre de position que la nôtre aujourd'hui. Il y avait eu d'ailleurs dans les années 90 un sujet, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut le comparer à la corrosion sous contrainte, mais c'était l'affaire des couvercles de cuve avec de la corrosion. C'était déjà de la corrosion sur des traversées au niveau des couvercles de cuve. Christophe me dit que c'était déjà de la corrosion sous contrainte. Et en fait, sur cette affaire, EDF avait été amené à mettre en œuvre un programme de remplacement de tous les couvercles de cuve des réacteurs de l'époque. Donc, d'une certaine façon, ça avait été une affaire de même ampleur. Il n'y avait peut-être pas les mêmes marges ou les mêmes, plutôt les mêmes difficultés de production électrique, mais je pense que ça avait pesé aussi sur la disponibilité à l'époque. Voilà. Et puis, il y avait une question sur notre rôle sur la centrale ukrainienne de Zaporijia. Alors oui, l'ASN est, mais il se trouve que je le suis aussi au titre de mes fonctions de président de cette association, donc des responsables de sûreté, d'autorité de sûreté d'Europe, en contact avec nos homologues ukrainiens, en contact régulier même. Grosso modo, il y a 3 volets à notre action. D'une part, valider et partager l'information sur la situation sur les installations ukrainiennes. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dans la presse et ainsi de suite. Et donc, il y a déjà un premier travail de validation de ce qui s'est passé réellement. Quand on dit qu'il y a eu un bombardement, il y a eu des tirs, etc., il y a telle ligne électrique, bon, il faut savoir exactement ce qu'il en est. Et c'est déjà un premier travail. Il y a un deuxième travail qui est de partager à l'échelle européenne avec nos homologues notre vision des conséquences potentielles en matière de sûreté de la situation telle qu'elle est sur les centrales ukrainiennes. Et ça nous permet ensuite, alors on a d'ailleurs publié différentes déclarations pour dire, voilà, à Tchernobyl, voilà ce qu'il faut en penser, les coupures de courant, etc. Voilà ce que ça peut avoir comme conséquence. Idem sur la centrale de Zaporijia. Donc on a fait ce travail-là, ça a été rendu public à chaque fois, et à chaque fois, moi-même et mes homologues se sont appuyés
nous sommes appuyés sur ces déclarations pour ensuite vous exposer ce qu'il en est. Et enfin, nous avons fait un travail, on va dire, préparatoire au cas où un accident surviendrait pour déjà recenser quels sont les organismes européens, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, capables de faire des modélisations de progression de l'accident et de dispersion des rejets radioactifs éventuels, et de recaler nos hypothèses en fait, pour avoir des évaluations, si malheureusement nous sommes amenés à en faire en temps réel, les plus convergentes possibles, et prendre des mesures les plus harmonisées possibles, et recommander des mesures les plus harmonisées possibles de protection des populations. Peut-être un mot de plus, si vous me permettez, sur cette centrale, parce que je pense que c'est important. On entend souvent, moi j'ai souvent beaucoup de questions au sujet des tirs. Qu'est-ce qui peut se passer si la centrale est touchée par un missile, etc. Et je veux réaffirmer devant vous qu'au fond, le sujet de préoccupation numéro 1, ce n'est pas tant celui-là que, d'une part, tous les risques qui sont causés par les dommages créés, non pas sur la centrale elle-même, mais dans son environnement immédiat. Je pense en particulier aux lignes d'alimentation électrique de cette centrale, puisque les centrales nucléaires, elles produisent de l'électricité, mais elles ont aussi besoin en permanence, y compris à l'arrêt, d'être refroidies. Et elles le sont parce que des pompes tournent et que du courant arrive de l'extérieur. Donc si ce n'est pas le cas, il y a ces fameux groupes électrogènes diesel, mais ça reste une situation où la sûreté est fragilisée. Ça, c'est un premier point. Il y a toute la chaîne logistique aussi, les pièces de rechange, les consommables, comme on dit, qui est perturbée, pour les raisons que vous imaginez. Et puis, et je veux terminer là-dessus parce que ça me paraît aujourd'hui être le sujet numéro 1, il y a la question, on va dire, toutes les questions humaines et organisationnelles. Il y a cette tentative russe de mettre la main sur la centrale, de remplacer un certain nombre de personnels ukrainiens par des personnels russes, des personnels qui sont sous stress, très clairement, depuis des mois. Et ça, naturellement, pour gérer la sûreté d'une installation, qui plus est pour gérer l'installation au mieux si un incident ou un accident survient, ce n'est pas des conditions idéales, et ça participe aussi de la fragilisation de la sûreté de cette centrale. Ok, merci. On va passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes maximum. On commence par Charles Sitzenstuhl pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Autorité de sûreté nucléaire d'être venue ce matin dans le cadre de cette commission. Et donc, ce débat permet de rappeler, pour le groupe Renaissance, notre attachement à l'énergie nucléaire. Et contrairement à ce qui peut être dit depuis plusieurs heures dans le débat que nous avons en hémicycle, nous sommes bien entendu favorables à l'énergie nucléaire et nous sommes la majorité qui avons relancé la filière nucléaire dans notre pays. Je fais bien sûr référence au discours de Belfort il y a quelques mois, parce qu'effectivement, beaucoup de paroles, mais il y a les actes. Et donc les actes du président de la République à Belfort il y a quelques mois ont été très clairs, 6 nouveaux réacteurs et 8 réacteurs optionnels. J'ai plusieurs petites questions. D'abord, quel est le regard précis que porte l'ASN par rapport à ce plan de relance du nucléaire qui a été annoncé par le président de la République à Belfort, et quels sont les nouveaux enjeux de sécurité que ce plan de relance du nucléaire peut poser? Ensuite, s'agissant du chantier de démantèlement de Fessenheim, combien de temps est-ce que ce démantèlement va durer et quels sont là aussi les enjeux de sécurité qui sont posés? Également, s'agissant de la corrosion sous contrainte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de ces fissures et quelles sont notamment les responsabilités chez EDF dans l'existence de ces carences? Et dernière question, le président de la République à Belfort a également évoqué la volonté de faire émerger une filière de petits réacteurs modulaires, ce qu'on appelle les SMR. Quels sont les nouveaux enjeux de sécurité que ces petits réacteurs vont poser par rapport à la filière classique? Merci. Merci. Mathilde Paris pour le Rassemblement national qu'on accueille aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur l'inspecteur en chef, chers collègues. Depuis quelques jours, le gouvernement prépare les esprits à des opérations de délestage localisées qui pourront impacter fortement le quotidien des Français, notamment en zone rurale tout au long de l'hiver. Comme vous le savez, 20 réacteurs du parc nucléaire français sur 56 sont encore à l'arrêt. Début novembre, EDF a déclaré devoir réduire à nouveau l'estimation de production nucléaire pour 2022.
Face à ces tensions, la réhabilitation de notre parc nucléaire doit être une priorité. Dans ce contexte, la question du devenir de la centrale de Fessenheim, qui produisait 12 TWh en 2018, mais qui est à l'arrêt depuis 2020, est essentielle. Hier, l'ancienne dirigeante d'Areva, Anne Lauvergeon, assurait qu'il était possible de rouvrir cette centrale. J'aimerais connaître votre position sur la possibilité de rouvrir sans risque cette centrale, notamment en rééquipant les réacteurs de turbines qui ont été enlevés. Concernant la possibilité de prolongation du parc existant au-delà de 50 ans dont vous avez parlé tout à l'heure, à quelle échéance EDF doit rendre donc les conclusions des études que vous avez demandées sur la durée d'exploitation des cuves des réacteurs? Enfin, alors qu'on sait désormais qu'EDF s'appuie sur des soudeurs nord-américains pour réparer les réacteurs nucléaires français, notamment suite aux problèmes de corrosion sous contrainte, pouvez-vous nous indiquer les solutions que vous préconisez pour répondre rapidement à la crise de la main-d'œuvre sans négliger la gestion des risques tout au long de la formation? Merci beaucoup. Merci. Charlotte Leduc pour LFI. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cette audition très intéressante. J'ai plusieurs questions. Lors de votre audition auprès de nos collègues, vous aviez dit que d'ici 2035, il n'y aurait pas de nouveaux réacteurs nucléaires, hormis Flamanville, donc de nouvelles productions d'électricité à partir du nucléaire, mais que nous avions besoin de plus de marge de production électrique d'ici là. Cette marge supplémentaire ne pourrait donc pas être fournie par le nucléaire d'ici 2030. Est-ce que vous pourriez le confirmer? Et je voulais vous interroger sur la position actuelle de l'ASN sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, donc le projet CIGEO, et notamment au vu du contexte climatique dégradé et qui va se dégrader dans les années à venir. Est-ce que vous émettez des réserves sur ce projet et si oui, lesquelles? Je pense notamment aux failles techniques soulevées par de nombreux acteurs sur la stabilité de la roche, les risques d'incendie, d'inondation. Et est-ce que vous avez été sollicité pour émettre des avis sur d'autres solutions de stockage, comme le stockage à sec, en surface ou en subsurface? Merci. Merci. Marie-Christine Dalloz pour Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez, au début de votre propos, Monsieur le Président, annoncé que vous étiez totalement indépendant, je suis ici, indépendant de l'État, enfin, du gouvernement. Mais cette mission vous est confiée effectivement au nom de l'État. Moi, j'aimerais savoir, en matière de financement, quel est le budget total de votre autorité administrative indépendante. Et bien évidemment, j'imagine que c'est 100% financé sur le périmètre du budget de l'État. Pouvez-vous me confirmer que vous avez 11 divisions territoriales, parce qu'il y a aussi une organisation territoriale, et me donner la répartition entre la part des agents en territoire et des agents au siège? Vous avez parlé du prolongement de l'exploitation des centrales nucléaires. Jusqu'à quel délai précisément et en toute sécurité vous considérez qu'on peut aller? Et quelle est la part de risque au-delà de cette durée? Quant aux solutions techniques de réparation en matière des fissures de corrosion sous contrainte, y a-t-il aujourd'hui des solutions? Sont-elles rigoureusement identiques? À quel délai peuvent-elles être mises en place sans risque? Enfin, le projet Astrid, moi j'aimerais que vous puissiez nous parler de ce projet-là. Le CEA a décidé en août 2019 a acté l'abandon momentanément du projet Astrid. Qu'en est-il? Quel est votre sentiment en tant qu'ASN sur ce projet-là? Et je terminerai en disant que j'ai visité il n'y a pas très longtemps un centre de répartition de médicaments et que j'ai été très étonné de voir des stocks importants de cachets d'iode dans des départements. Est-ce que c'est une demande que vous avez suggérée? Comment ça se passe en matière de prévention? Quand vous avez dit Monsieur le Président, je croyais que c'était à moi que vous demandiez si j'étais indépendant de l'État. Non, je rigole. Ouais. C'était une blague. Pascal Lecamp pour le groupe démocratique. Merci Monsieur le Président, Messieurs les représentants de l'ASN. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que c'est un député très concerné qui s'adresse à vous, puisque je suis élu de la circonscription de la centrale de Civaux, et justement c'est à Civaux qu'on a découvert l'année dernière le phénomène de corrosion sous contrainte. J'ai eu la chance de pouvoir visiter en septembre dernier avec toute mon équipe le cœur du réacteur en cours de réparation. Je salue le recours au retour d'expérience à l'échelle du parc nucléaire qui a permis, à la suite de l'épisode sivalien, que 16 réacteurs, comme vous l'avez dit, considérés prioritaires,
du propre chef d'EDF soit examiné. Le modem est très clair. S'il y a un arbitrage à faire entre sûreté et sécurité d'approvisionnement, la sûreté doit primer, comme vous l'avez vous-même rappelé dans vos propos liminaires. Ça pose un autre impératif qui est la diversification de nos sources électriques pour permettre l'arrêt simultané de plusieurs réacteurs. Dans ce contexte, j'aurai 3 questions et peut-être 4 si le temps me permet. Sur Civaux, il y a eu en novembre dernier une fuite au moment de la montée en pression de la tuyauterie. 800 bars de mémoire, mais je ne suis pas un technicien, sans conséquence en termes de sûreté et d'environnement selon EDF. Savez-vous de combien de temps cela pourrait-il prolonger la visite décennale de la centrale qui devait redémarrer début 2023 ? Sur Cattenom 1, vous l'avez mentionné, quels sont les éléments qui ont motivé l'IRSN, votre expert technique, et l'ASN à ne pas accepter le redémarrage, malgré un dossier présenté par EDF présentant 2 défauts inférieurs au seuil du défaut critique? Vous avez répondu partiellement, mais vous n'avez pas répondu sur la validation du seuil. De manière plus générale, nous traversons une crise énergétique sans précédent, où nos capacités d'adaptation sont urgentes et primordiales. Face à cela, quelles sont les mesures organisationnelles et humaines que vous comptez déployer pour répondre à ce défi? Et si j'ai une petite 4e question, c'est par rapport à ce qu'a dit ma collègue des Républicains. L'indépendance de l'ASN, c'est très clair, mais vous avez un expert technique qui est l'IRSN. A-t-il la même indépendance vis-à-vis des autorités? Monsieur Jolivet, Groupe Horizon. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, le Groupe Horizon Apparenté souhaiterait vous poser 2 questions. L'une concerne la sécurité d'exploitation. Si votre intervention concerne le fonctionnement des centrales nucléaires, je souhaiterais savoir si votre périmètre est agrandi de manière à anticiper les risques de cyberattaques sur le fonctionnement de ces points sensibles. La seconde question concerne, toujours dans le domaine de la sécurité d'exploitation, participez-vous à l'alerte, au plan d'alerte des populations autour des centrales? Et comment intégrez-vous les nouveaux risques? Et je reviens à la première question, les cyberattaques. Et enfin, pensez-vous que la trajectoire des travaux et le respect des délais, puisque nous avons entendu parler de report pour la mise en service ou le redémarrage de centrales, seront respectés par l'exploitant? On nous avait annoncé mi-décembre, nous sommes arrivés à mi-janvier. Merci Eva Sass pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation. J'aurais 3 questions. Tout d'abord, j'aurais voulu avoir votre avis sur les coupures d'électricité potentielles et la baisse de production du parc nucléaire. Il semble en effet que la baisse de 120 TWh de la production par rapport à son plus haut niveau est due pour seulement 10% à la fermeture de Fessenheim et qu'il y a principalement 4 causes, dont 2 sont déjà connues depuis quelques années. Le retard sur la mise en service de l'EPR de Flamanville, le programme Grand Carénage mis en place pour prolonger la durée de vie des centrales et qui a allongé les périodes de maintenance. Et 2 sont plus récentes et plus subies, en quelque sorte, la crise Covid qui a conduit à des reports de ce programme de maintenance et enfin les fissures de corrosion sous contrainte que vous avez évoquées, qui sont dues à des problèmes de conception des centrales dans les années 80 et qui ont conduit à la mise en arrêt de 12 réacteurs. Je voudrais savoir si vous partagez ces constats qui conduisent à ne pas attribuer la sous-production d'électricité à un sous-investissement dans le nucléaire dans la décennie passée, mais à des problèmes industriels et à la nécessité d'assurer la sécurité du parc. Deuxième question, les scénarios RTE conservant une part importante de nucléaire en 2050 exigent le prolongement des réacteurs jusqu'à 60 ans, voire au-delà. Au regard des doutes actuels sur le prolongement au-delà de 40 ans et des failles découvertes sur de nombreux réacteurs, que pensez-vous de la faisabilité du prolongement des centrales et donc de ces scénarios RTE? Troisième question, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait la construction de 6 nouveaux EPR et la mise en chantier de 8 autres avant 2050. Une question simple, la capacité de nos rivières est-elle suffisante pour assurer leur refroidissement dans un contexte de sécheresse et de canicules de plus en plus fréquentes? N'y aurait-il pas une tentation de multiplier les assouplissements et dérogations au rejet thermique au risque de mettre en danger les écosystèmes? Je vous remercie. Merci. Monsieur Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président. Merci au directeur général de l'ASN pour cette présentation. Le jeudi 24 novembre 2022, 23 des 56 réacteurs nucléaires étaient toujours à l'arrêt, ce qui interroge à bien des égards sur les moyens mis à disposition pour l'entretien de notre parc. À ce titre, j'ai 2 questions. Première question, comment a évolué sur les 20 dernières années le financement des activités de maintenance, de prévention et de sûreté des activités nucléaires?
Et est-ce que le changement de statut d'EDF en 2004 a eu un impact sur ce niveau de financement? Deuxième question, votre prédécesseur avait déclaré en 2018 que la filière du nucléaire souffrait d'une perte de compétences et d'expérience dans le domaine de la construction. Il évoquait le PR de Flamanville, mais aussi concernant la maintenance. Partagez-vous ce constat et comment l'expliquez-vous? Et enfin, je suppose, M. Castellani, peut-être, pour le groupe Lyot. Absolument, Président, merci. Monsieur le directeur de l'ASN, merci pour votre rapport. On connaît le rôle majeur que joue le nucléaire sur la fourniture et donc sur le prix de l'énergie, qui sont deux sujets majeurs. Or, vous avez soulevé un certain nombre de problèmes graves sur les difficultés d'approvisionnement, sur l'arrêt d'un grand nombre de réacteurs en vue de contrôle ou de réparation. Je voudrais que vous précisiez le calendrier de remise en activité des réacteurs actuellement arrêtés pour cause de grand carénage et d'arrêt de tranche. Combien de réacteurs sont-ils impactés par la corrosion? Quelle est la durée prévisionnelle d'arrêt? On parle aussi beaucoup du départ d'une part importante du personnel. Ce dernier, actuellement présent, vous semble-t-il suffisamment compétent? Enfin, dernière question, le coût budgété des opérations de grand carénage vous semble-t-il suffisant? Merci. Merci. Le nombre de questions montre que c'était bien utile, cette audition. Mais du coup, je vais vous demander quand même d'essayer de répondre de manière un peu plus rapide, parce que l'idée, c'est qu'il y a encore d'autres questions après. Et ça serait bien qu'on arrive à terminer à 11h30, je pense. C'est un challenge, Monsieur le Président. Merci de... Bon. Alors, je vais essayer de les prendre du coup dans l'ordre, parce que voilà. Le regard sur le plan de relance, en fait, ce que nous disons, nous, côté... Enfin, d'abord, je le redis, nous n'avons pas de rôle en matière de politique énergétique, et c'est très sain comme ça. Ça me paraît essentiel que chacun reste dans ses responsabilités. Du point de vue de la sûreté, ce que nous disons, c'est que l'industrie doit se préparer à réaliser en sûreté et en qualité les opérations à la fois sur les installations existantes, mais bien entendu celles qui sont appelées par les travaux sur le nouveau nucléaire. Et oui, c'est un challenge. Enfin, plusieurs questions évoquaient la question des compétences. Il y a effectivement eu... il faut se souvenir que le dernier réacteur mis en service, c'était justement Civaux 2 à la fin des années 90. Et donc, il y a eu une vingtaine d'années pendant lesquelles l'industrie, le tissu industriel nucléaire, effectivement, a perdu en expérience et en compétences, notamment sur les travaux neufs. Donc, c'est oui, un sujet de vigilance, un point de vigilance pour les industriels. Et c'est un sujet, ces questions finalement de compétences, d'organisation, de gestion des projets sur lesquels nous allons travailler naturellement avec eux. Sur le démantèlement de Fessenheim, durée... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est là, s'agissant de Fessenheim, sur un réacteur à eau sous pression. Ce sont des démantèlements qui ont... comment dire, que l'industrie sait faire sans trop de difficultés. Il y en a eu déjà plusieurs à l'étranger. On n'est pas dans la situation des réacteurs uranium naturel graphite gaz qui, eux, sont beaucoup plus, ceux de la première génération, qui sont beaucoup plus difficiles à démanteler. Donc c'est des choses qui se font entre 15, la durée c'est 15 ou 20 ans. Les enjeux, alors il y a encore quelques enjeux de sûreté tant que le combustible n'a pas été complètement retiré, mais une fois que c'est le cas, il y a surtout des enjeux de radioprotection et de façon générale des enjeux de risque au travail, en fait, tout simplement, parce que c'est d'abord un chantier de déconstruction, dans lequel il reste quelques... il y a effectivement des radioéléments et donc des sujets de radioprotection, mais c'est d'abord un enjeu de chantier en tant que tel. Voilà. Les origines de la corrosion sous contrainte, justement, elles sont aujourd'hui pas encore élucidées parce que ça s'est produit, enfin pas complètement élucidé du moins, puisque ça s'est produit dans un endroit et sur un matériau où on ne s'y attendait pas. Alors il y a des explications qui sont avancées par EDF, puisque justement tout ce travail il a visé à comprendre ça. Alors une des explications, c'est la stratification thermique
dans ces tuyauteries, c'est-à-dire qu'il y a des différentiels de température entre l'eau chaude qui est plutôt au-dessus et l'eau froide en dessous, qui en quelque sorte force, contraint, plie en quelque sorte les tuyaux, et donc génère des contraintes, puisque c'est le premier élément. Pour qu'il y ait de la corrosion sous contrainte, il faut qu'il y ait une contrainte. Bon, deuxième élément, c'est le milieu corrosif, température et puis conditionnement chimique du circuit primaire, et puis la sensibilité du matériau, mais celle-là, justement, on ne l'attendait pas, la sensibilité du matériau. Voilà. Et encore une fois, nous considérons côté ASN que c'était un sujet qui était difficile à anticiper par l'exploitant. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait été vu par d'autres exploitants dans le monde. Il y avait eu quelques cas, mais très sporadiques, et qui n'amenaient pas à devoir considérer que ça pouvait être un sujet de cette ampleur-là en France. Et encore une fois, c'est un sujet qui est traité en responsabilité depuis qu'il a été découvert. Les nouveaux enjeux relatifs aux petits réacteurs modulaires, alors oui, il y en a. D'abord, je veux dire que les petits réacteurs modulaires, ils amènent potentiellement des progrès en matière de sûreté nucléaire, parce que ce sont des réacteurs donc petits, comme leur nom l'indique, dans lesquels finalement la puissance résiduelle, lorsque le réacteur est arrêté, peut être évacuée assez facilement, justement parce que ils ont une petite taille. Donc, contrairement à un réacteur de grande taille dans lequel il faut encore faire tourner des pompes, donc en ayant de l'électricité, y compris lorsque le réacteur est à l'arrêt, dans un réacteur SMR, tout ça peut se faire de façon passive. Et donc ça, c'est intéressant, encore une fois, y compris au plan de la sûreté. Après, l'élément que je peux pointer, c'est que c'est un sujet qui va nécessiter une articulation beaucoup plus étroite entre les questions de sûreté nucléaire et de sécurité. J'entends par sécurité la protection contre les actes de malveillance. Pourquoi ? Parce que ce sont des réacteurs qui ne sont a priori pas destinés, en tout cas pas tous, à être installés sur des sites nucléaires. L'idée, c'est de les installer à proximité des usines, pour des apports de chaleur, ou en tout cas pas forcément sur des gros sites nucléaires protégés comme ils le sont aujourd'hui. Et donc ça va amener des questionnements sur l'interaction entre sûreté et sécurité, et le fait de devoir transférer finalement certains sujets de protection contre les actes de malveillance, de les traiter par des dispositions intrinsèques au réacteur lui-même. Sur la possibilité de rouvrir Fessenheim, très compliqué, très compliqué. D'abord, les travaux dits de grand carénage n'ont pas été faits, puisque précisément la centrale avait vocation à être remise à l'arrêt, donc il n'aurait pour le coup pas été proportionné aux enjeux de faire des travaux d'amélioration de sûreté à une centrale destinée à être arrêtée. Si elle redémarre, il faudrait les faire, et c'est pas rien. Vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre de matériels ont été démontés. J'ajoute également, ça peut paraître un détail, mais ce n'en est pas un, que les personnels sont partis. Ils ont été reconvertis pour beaucoup. Et je reviens à mon message, c'est-à-dire ce genre de décision, ça s'anticipe. On ne peut pas imaginer qu'on redémarre une centrale comme ça en appuyant sur un bouton. C'est réellement un travail important d'anticipation pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Sur l'échéance post-50 ans, les études elles doivent être remises naturellement le plus tôt possible. Il n'y a pas d'échéance précise et absolument impérative, mais c'est vraiment dès que possible. Il y a un vrai travail à faire. Donc ça, je conçois qu'EDF ait besoin d'un peu de temps, parce que ça ne peut pas être prêt pour aujourd'hui ou pour demain. Mais effectivement, d'ici quelques années, il faut qu'on ait cette vision pour, encore une fois, que les décisions que vous aurez à prendre puissent être anticipées et que vous soyez éclairés sur la situation du parc actuel. Oui, alors sur la question de la crise de la main-d'œuvre, est-ce que la SN a des solutions ? C'est d'abord aux industriels de traiter cette question. Nous, effectivement, notre message, c'est oui, c'est un sujet, il faut s'en préoccuper. Il y a des plans, alors il y a des plans en cours, des plans de recrutement, des plans aussi pour mobiliser la filière. Donc tout ça est positif, mais encore une fois, c'est dans les mains d'abord et avant tout, et c'est normal, des industriels. Est-ce qu'il est possible de construire des réacteurs d'ici 2030 ? Ça me paraît difficile vu les délais nécessaires à la conception et la construction d'un modèle de réacteur. Donc il est clair que d'ici 2030, la production nucléaire elle est au mieux ce qu'elle est avec les installations actuelles.
Notre position sur le projet CIGEO, alors on a pris position sur les options de sûreté de CIGEO il y a 2 ans. On a dit qu'elles étaient satisfaisantes. On a émis une réserve concernant les déchets bitumés, mais qui est en train d'être levée. Il y a des travaux complémentaires qui ont été faits. Et s'agissant du contexte climatique, ce n'est pas réellement à nos yeux un sujet. Et je reviens d'ailleurs sur pourquoi CIGEO et ça renvoie à la question d'une autre possible option qui serait un stockage en subsurface. On est sur des déchets dont la radiotoxicité s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc à ces échelles de temps-là, on ne peut pas prétendre que c'est une organisation humaine qui va pouvoir s'en occuper. Regardons 100 000, 200 000 ans en arrière. Voilà. Donc, que seront les sociétés humaines à cette échéance-là? Personne ne le sait. Et donc, le seul élément auquel on peut s'en remettre, finalement le seul qui a des échelles de temps du même ordre de grandeur, c'est la géologie. Et c'est ça, au fond, la justification du stockage en couches géologiques profondes. C'est de ne s'en remettre qu'à la géologie, parce qu'on sait que la géologie, elle évolue, et c'est la seule à ces échelles de temps-là. Et le stockage en subsurface, c'est prendre le risque de laisser le fardeau, finalement, de la gestion de ces déchets aux générations futures. Sur la question de l'indépendance et du budget de l'ASN, oui, effectivement, on est financé sur le budget de l'État, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. On est indépendant du gouvernement qui prend les décisions de politique énergétique, mais naturellement, on rend des comptes, et donc le gouvernement ne peut pas nous donner d'instructions. Par contre, on rend des comptes, je l'ai dit, et on rend des comptes d'abord à vous, finalement. Donc, et le budget, c'est aussi vous qui notre budget, c'est aussi vous qui le discutez. Sur la répartition des effectifs, alors donc je disais 520, grosso modo, c'est 300 au siège et 220 dans les 11 divisions territoriales qui couvrent effectivement l'ensemble de la France métropolitaine, mais qui interviennent aussi pour ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, donc notamment les hôpitaux, dans les Outre-mer. Sur les questions de fissures par corrosion sous contrainte, quelles sont nos préconisations, nos solutions? Effectivement, nous, je reviens à mon principe de responsabilité première de l'exploitant. C'est d'abord à EDF de proposer des solutions et à nous ensuite d'en juger. Sinon, on renverse le système, ça serait pas sain. Comme je l'indiquais, on estime aujourd'hui qu'EDF effectivement a pris les bonnes mesures, les bonnes dispositions. Astrid, là aussi, c'est une décision qui a été prise, mais pas par l'ASN, les décisions de lancer ou pas, ou d'arrêter ou pas un projet, une installation, ça n'est pas à l'ASN de les prendre. Et nous, après, on examine effectivement les dossiers qu'on nous présente. Astrid, on avait entamé un premier examen il y a une dizaine d'années, à l'époque où le dossier était actif. On avait fait un certain nombre de recommandations. Enfin, on estimait que ce qui était présenté allait dans le bon sens, mais enfin, il y avait encore beaucoup de travaux plus détaillés à réaliser. Puis effectivement, le sujet a été mis en sommeil. Je pense que ça renvoie, le sujet Astrid, il renvoie à la question du cycle du combustible nucléaire en réalité. C'est-à-dire, quel cycle veut-on? Cycle ouvert, comme dans un certain nombre de pays, cycle fermé, totalement fermé, incluant la question de l'économie des ressources en uranium. C'est l'objet, en fait, de ces installations qui utilisent les neutrons rapides, en fait, que d'utiliser la ressource en uranium au maximum, ou cycle, on va dire, intermédiaire, comme on l'a aujourd'hui. C'est un débat de politique énergétique au sens large, mais à avoir, que vous devez avoir. Encore une fois, ça n'est pas à l'ASN de faire quelques préconisations que ce soit, si ce n'est effectivement de dire, le cas échéant, s'il y a des impératifs ou des impossibilités en matière de sûreté. Christophe, tu veux répondre sur la question des comprimés d'iode? Sur l'iode, comme vous le savez, Sur l'iode, comme vous le savez, il y a deux dispositifs qui se complètent. Autour des installations nucléaires, d'abord, il y a un dispositif de distribution préventive sur lequel
on a pas mal de soucis et on aura besoin des parlementaires puisqu'on a des problèmes de base de données, hein, simplement, hein, qui ne sont pas seulement liés à l'iode, mais aussi plus globalement à la prévention des risques naturels. Hein. Aujourd'hui, un élu ou un préfet est incapable d'avoir une base de données permettant de communiquer rapidement avec les gens pour distribuer de l'iode, par exemple, ou envoyer des documents. Donc c'est l'ensemble de contraintes qui existent à plusieurs niveaux. Et par ailleurs, donc le deuxième niveau, c'est donc les plans Orsec iode qui existent dans tous les départements, hein, indépendamment des installations nucléaires. Ces plans sont là pour distribuer de l'iode en cas essentiellement d'accident dans une installation étrangère. Donc on aurait de l'iode qui pourrait arriver en France et à ce moment-là, on a un peu de temps pour le distribuer à nos concitoyens. Donc c'est des plans qui ont été revus. Donc c'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a rappelé à quelques préfets qui étaient en retard le fait qu'ils devaient remettre à jour leur plan Orsec iode et il y a eu effectivement des réétablissements de stock. Donc aujourd'hui, ce dispositif est opérationnel. Sur l'épreuve hydraulique de Civaux aussi Sur Civaux, oui. Donc il y a eu effectivement une fuite pendant l'épreuve hydraulique, enfin juste avant l'épreuve hydraulique. Donc l'épreuve a été arrêtée. Ça a posé quelques soucis techniques parce qu'il y avait une pièce très radioactive qui était dans une pièce. La réparation a été faite assez rapidement et en fait l'exploitant a perdu moins d'une semaine. Et donc l'épreuve hydraulique a pu être faite une semaine après. Donc le délai, la perte de production, on va dire, ou le retard pris par l'arrêt, c'est d'une semaine. Donc ce qui est quand même négligeable. Une question sur les PPI aussi auxquelles tu peux répondre. Est-ce qu'on participe à la gestion de... Oui, donc en ce qui concerne l'élaboration des PPI, donc les préfets nous associent à l'élaboration de ces documents. On a les plans particuliers d'intervention qui sont les plans qui définissent en fait les moyens de protection des populations autour des installations. Donc on y participe en apportant notre appui au préfet. Et en cas de mise en œuvre de ces PPI, en cas de crise réelle, hein, nous assurons un rôle de soutien et de conseil au pouvoir public, donc avec l'IRSN. Donc on s'entraîne régulièrement à ça. On a une petite quinzaine d'exercices chaque année. On a encore un exercice cet après-midi avec une crise malveillante d'origine et qui conduit à un rejet de matières radioactives. Et donc on s'entraîne, c'est des dispositifs qui sont, je pense, assez robustes aujourd'hui. Sur la question de Cattenom et du défaut critique, en fait, ce que nous a présenté EDF, c'est une démonstration dans laquelle, en prenant des hypothèses, on va dire, pas nécessairement sans marge, non seulement sans marge, mais sujettes à question pour certaines, compte tenu des grosses incertitudes encore qui demeurent sur la compréhension du phénomène. Donc avec ces hypothèses, effectivement, on arrivait, leur calcul arrivait tout juste au défaut critique. Et en fait, ça, c'est pas un raisonnement de sûreté qui peut se tenir, parce que le raisonnement de sûreté, c'est de considérer que les hypothèses qu'on prend, elles doivent elles-mêmes être enveloppes de la réalité. Et en fait, on n'avait pas de garantie en l'espèce que ces hypothèses prises dans le calcul étaient enveloppes de la réalité telle qu'elle était dans le tuyau. C'est ce qui nous a amené à prendre cette décision sur, effectivement, recommandation de l'IRSN, mais nos propres équipes partageaient ce point de vue. Sur les questions de redémarrage et de trajectoire de travaux, voilà, effectivement, la situation est difficile, mais pour mettre un peu de positif, il y a quand même 7 chantiers importants de corrosion sous contrainte qui ont été terminés. Dont Civaux et d'autres. Donc EDF arrive à se tirer de cette affaire. On n'est pas dans une impasse. Hein. Donc les centrales affectées par cette question redémarrent les unes après les autres. Alors il y a pu avoir quelques retards, mais il y a des redémarrages. Il va y en avoir d'autres là dans les jours à venir. Bon, EDF vous en dira plus s'agissant du planning détaillé, mais on est dans une tendance de redémarrage effectivement des centrales. Voilà, je veux quand même remettre un peu de positif aussi dans ce sujet. Sur la question des moyens organisationnels et humains face à la situation qui est face à nous, je renvoie à ce que je disais à plusieurs reprises. C'est oui, il y a pour l'industrie nucléaire dans son ensemble un gros enjeu de moyens humains. Il y a des recrutements colossaux qui sont envisagés là, dans les années à venir, avec naturellement des formations à mettre en place,
des gens aussi à attirer dans la filière, parce qu'on se rend compte que certains métiers industriels n'attirent plus beaucoup les jeunes, beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Et c'est réellement une difficulté pour le nucléaire, mais probablement aussi pour d'autres industries. Le statut de l'IRSN. Alors, l'IRSN est un établissement public, industriel et commercial, qui est sous tutelle de 5 ministères, donc il n'a pas le même statut que nous. Et effectivement, formellement, lui dépend du gouvernement. Après, moi, j'observe que les avis de l'IRSN reflètent, au fond, l'analyse technique des experts de cet institut. Donc, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait de censure ou de biais dans le rendu technique, dont d'ailleurs on est très content. Enfin, on est très satisfait de la qualité technique des travaux de l'IRSN. Nous ne sommes pas en charge des cyberattaques, de la cybersécurité. Nous ne sommes pas non plus en charge, plus généralement, de la protection contre les actes de malveillance, nonobstant le fait qu'il y a des adhérences entre sûreté et protection contre la malveillance, et nonobstant le fait que tous nos grands homologues sont en charge des deux sujets. Sur les causes de perte de production que vous avez citées tout à l'heure, madame, oui, effectivement, ça fait partie des causes. Alors après, je ne serai pas nécessairement capable de les quantifier. Un point peut-être sur lequel j'apporte un éclaircissement. Le phénomène de corrosion sous contrainte n'est pas lié au vieillissement des installations. D'ailleurs, la bonne preuve, c'est que les réacteurs les plus concernés sont les réacteurs les plus récents. Voilà. Sur les scénarios de RTE, oui, certains d'entre eux considèrent une exploitation des centrales nucléaires, ou de certaines d'entre elles, alors de toutes au-delà de 60 ans pour l'un des scénarios, et de certaines d'entre elles même au-delà de 60 ans. Nous ne disons pas que c'est impossible. Il ne faut pas mal interpréter nos propos. Nous ne disons pas que c'est impossible. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. C'est différent. Ça veut juste dire qu'il faut maintenant mettre les moyens, chez nous, mais d'abord chez EDF, pour que ces preuves soient apportées. Ou, le cas échéant, si on ne peut pas les apporter, qu'on le sache. Sur les capacités des rivières, et en lien avec les futures constructions. Alors d'abord, un certain nombre d'entre elles sont prévues en bord de mer. Et pour celles qui sont sur les rivières, il y a toujours la solution des aéroréfrigérants qui permet donc de limiter drastiquement l'échauffement du cours d'eau. En fait, Civaux, c'est le cas typique. Civaux, la Vienne n'a pas un débit très important. Et donc, il y a des aéroréfrigérants qui permettent effectivement de faire en sorte que la température de l'eau rejetée soit à quelques dixièmes de degrés près la même que celle de l'eau puisée. Sur la question des activités de maintenance et de l'évolution de leur financement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience par EDF, oui, c'est une réalité, d'un sous-investissement en matière de maintenance dans les années 2000. Les dirigeants d'EDF eux-mêmes le reconnaissent. Voilà. Et ça a été, la mesure de cette question-là a été prise, et il y a effectivement un renforcement des activités. Alors nous, en termes de contrôle, d'ailleurs, on considère aujourd'hui, enfin, je peux te laisser en dire deux mots, Christophe, que la maintenance est bien gérée. Ça fait partie du champ de contrôle, et il est clair que en dehors d'EDF, même si on voyait un exploitant qui n'assure pas la maintenance comme il faut pour assurer la sûreté de ses installations, on prendra la décision qui est nécessaire, donc l'arrêt des installations. Donc aujourd'hui, ce sujet de maintenance est regardé de très près. Ça représente un nombre important d'inspections chaque année, notamment durant les arrêts qui sont faits sur les réacteurs. Et on n'a pas de remarques fondamentales à faire sur ces sujets. Je pense de fait avoir donné des éléments de réponse aux 3 dernières questions. Alors, les compétences des personnels, j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Le calendrier de remise en activité des réacteurs, il y a une prévision qui est donnée par EDF, c'est une obligation vis-à-vis des marchés. C'est pas pour des raisons de sûreté, c'est pour des raisons liées au fonctionnement des marchés de l'électricité. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Et le budget du grand carénage, là aussi, le chiffre, c'est à EDF de vous le donner. L'ordre de grandeur, c'est la 50aine de milliards d'euros, je crois, mais c'est encore une fois, ça n'est qu'un ordre de grandeur, c'est à EDF de vous donner un chiffre plus précis. Voilà. Merci. Bien, on a
pas mal de questions, donc je vous demanderai d'être bref dans vos questions, de façon à ce qu'on puisse conclure assez vite. Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'Inspecteur en Chef. Moi, je voudrais juste revenir sur un point, c'est la stratégie du gouvernement est claire, nous devons décarboner notre énergie tout en renforçant notre souveraineté énergétique. On a 6 nouveaux EPR qui sont attendus d'ici 2035 et 2037. On sait on essaie d'atteindre l'horizon 2035. Est-ce que, de vos points de vue, quelles seraient les conditions pour aller plus vite en la matière, tout en garantissant notre sûreté nucléaire? Et puis, vraiment, vous remercier de cette audition, même si au début, je me serais cru, à la commission DDAT, j'ai cru que j'avais changé. Est-ce que vous pouvez, vous nous avez alerté sur des besoins personnels nécessaires, mais est-ce que vous pouvez peut-être être un peu plus précis et chiffrer ces besoins qui seraient nécessaires sur les prochaines années? Merci. Ouais. Enfin, pour contrôler ce que fait un opérateur, il vaut mieux savoir quand même ce qu'il fait concrètement. Donc, je pense que c'est aussi ce qui explique l'audition. Jocelyn de Signy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur l'inspecteur, chers collègues. Cet hiver, une part non négligeable du parc nucléaire est indisponible du fait de votre diagnostic de l'été dernier. Le désinvestissement dans le nucléaire et le recours massif à la sous-traitance d'une main-d'œuvre des pays de l'Est ont pour effet d'avoir appauvri la manœuvre qualifiée en France. Plusieurs observateurs ont fait remarquer que le manque de ces moyens humains favorise aussi l'indisponibilité du parc nucléaire. Aussi, je voudrais vous demander d'abord quelle est l'influence concrète et matérielle de ce manque de moyens humains sur la disponibilité du parc nucléaire, et si vous pouviez nous expliquer comment concrètement le désinvestissement dans le nucléaire a eu un effet néfaste sur la formation des techniciens. Je vous remercie. Merci. Véronique Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup Monsieur le Directeur Général pour tous les éléments fournis. Je suis députée dans l'Orne, en Normandie, donc je vais vous parler de l'EPR de Flamanville, voir ce que vous pouvez nous en dire. Le premier point, est-ce que vous pouvez nous dire finalement ce qui s'est passé, comment nous en sommes arrivés, je dirais, à cette situation que nous connaissons? Deuxième point, quelles certitudes devons-nous en tirer? Quels enseignements en avez-vous tiré? Et troisième point, est-ce que la nature des relations entre EDF et Areva a participé à cette situation? Je vous remercie. Merci beaucoup. Fabien Di Filippo. Merci, Président. Je salue les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une question qui va peut-être en compléter d'autres, puisque notre énergie électrique est à 75% nucléaire. Et quand on parle de la sûreté nucléaire, on parle aussi de la sûreté de nos approvisionnements. Il y a des choix politiques qui ont été faits au cours des dernières années sous les gouvernances François Hollande d'Emmanuel Macron qui visait à fermer des centrales nucléaires. Et vous avez commencé à esquisser le début d'un avis, et j'aimerais que vous alliez plus loin, sur l'impact en termes de ressources humaines que ces décisions, et notamment la politique Hulot, il y a à peine 4 ans de fermeture d'une douzaine de centrales nucléaires, a pu avoir en termes de l'impact en termes de ressources humaines chez vous et sur le secteur, et l'impact aussi que ça a pu avoir sur certains investissements, et notamment dans le domaine de l'entretien des centrales nucléaires. Merci beaucoup. Emmanuel Lacresse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'Inspecteur en Chef. Ma question porte sur l'efficacité des méthodes utilisées par votre agence pour procéder au contrôle. On a le sentiment que vous êtes passé de manière très légitime d'un contrôle purement sur place à un contrôle des méthodes, de la façon dont est organisée, c'est-à-dire la conformité des processus du producteur. À cet égard, ne faut-il pas ajouter des éléments sur la résilience, comme il vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire sur l'étendue du processus industriel, des ressources, notamment en matière de formation et de fournisseurs qui se trouvent autour des centrales, par exemple en termes d'ultrasons ou de fourniture de matériaux de base. On ne peut pas sûrement rester à une doctrine aussi fruste que celle de la réinternalisation pour considérer que notre système sera résilient demain, surtout avec les investissements qui viennent, et c'est notamment le cas pour tous les élus qui, dans les territoires, tentent de soutenir un tissu industriel autour des grandes centrales comme celle de Cattenom. Et ma question porte aussi sur les liens que vous avez avec les autres autorités et comment vous favorisez la coopération internationale dans un domaine où on sait, et on le sait aujourd'hui sous la contrainte, qu'on bénéficie d'un dispositif de grandes entreprises dans le monde qui peuvent participer au renouveau du nucléaire à l'échelle de la planète. Merci. Merci. Alexandre Sabatou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, ma question est assez simple. Je voulais savoir si nous sommes plus ou moins sévères en matière de sécurité que nos voisins. Je pose cette question par rapport à notre productivité et notre capacité à ouvrir des centrales nucléaires rapidement.
On voit dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, qu'ils sont en capacité d'ouvrir des centrales en 6-8 ans. Et nous voyons à Flamanville que nous sommes toujours à 15 ans de chantier et la centrale n'est toujours pas ouverte. Je ne pense pas pour autant que ces pays risqueraient un accident nucléaire chez eux, d'où ma question. Tchernobyl, notamment, a fait beaucoup de mal au nucléaire, mais je pense que sur Tchernobyl, le problème venait plutôt de l'opacité du régime communiste que vraiment du nucléaire. Et c'est pour ça que je tiens à saluer EDF pour cette gestion de crise sur la corrosion sous contrainte, car ils ont été très transparents et ont beaucoup communiqué avec le public, mettant en avant, je pense, que notre parc nucléaire est en sécurité en France. Merci. Merci. Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment tout d'abord saluer les représentants de l'ASN, remercier le directeur général pour son propos sur la sécurité nucléaire qui est effectivement un bien commun. Et je voudrais aussi saluer le travail que vous faites parce qu'effectivement, il est essentiel et la réputation de l'ASN est très bonne. Alors, je voudrais aller sur une question un peu précise parce que depuis 2007, tous les présidents de l'ASN successifs avaient recommandé de conserver une marge de sécurité de production à la fois pilotable et décarbonée pour justement pouvoir faire face à un aléa de déséquilibre entre la production et la consommation d'électricité. Hélas, ils n'ont pas été entendus ni par RTE, ni par la CRE, ni par le gouvernement. Et donc ma question est très simple. Monsieur le directeur général, que pouvez-vous faire pour être entendu quand vous émettez des recommandations aussi importantes? Je vous remercie. Merci. Florian Chauche. Merci Monsieur le Président, merci aux représentants de l'ASN. On sait que la piscine de La Hague aura atteint prochainement ses capacités totales de stockage et la nouvelle piscine n'est pas encore prête du fait du manque d'anticipation. Quelles sont les garanties de sécurité de stockage des déchets entre les deux projets et quel est le temps de non-stockage dans les piscines supportable en matière de sécurité? Et ensuite, j'ai une seconde question. Vous avez dit que les nouvelles installations seraient en bord de mer. Est-ce que les projections tiennent-elles en compte les nouvelles données sur les impacts climatiques sévères de l'augmentation du niveau des eaux? Est-ce que ça a été anticipé suffisamment sur ce sujet? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président. Vous avez gardé le meilleur pour la fin. Alors, simplement, Monsieur le Directeur, merci pour cette présentation. Moi, je voudrais revenir sur les enjeux de ressources humaines et de compétences que j'avais relevés d'ailleurs dès 2017 lorsque j'étais rapporteur sur la prévention des risques. Alors, vous l'avez dit, bien sûr, cette question, elle appartient d'abord aux industriels et dans les mains des industriels. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous contrôlez les actions concrètes qui sont conduites par l'exploitant pour qualifier les personnels qui doivent être de plus en plus qualifiés, de plus en plus expérimentés. Vous l'avez d'ailleurs souligné, c'est une nécessité. Et finalement, comme ici on est à la Commission des finances, quels sont les moyens humains et budgétaires dont vous disposez pour conduire à bien cette mission d'avenir indispensable? On vient d'apprendre qu'EDF, selon vous, a reconnu une sous-évaluation de maintenance dans les années 2000. Il ne faudrait pas que ce soit le cas demain sur les ressources humaines. Merci. Alors en fait, c'était certainement le meilleur pour la fin, peut-être, mais pas la meilleure. La meilleure, c'est Mme Ferrari, qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça sera effectivement, désolé, chers collègues, la meilleure pour la fin. Non, trêve de plaisanterie. Merci pour votre présence, messieurs. Question très ciblée qui vient dans le prolongement de celle qui vient d'être posée sur les moyens dont vous auriez besoin. Vous avez attiré notre attention sur 2 points. Le développement d'outils numériques. Donc, quels seraient-ils et quelles seraient les enveloppes nécessaires pour vous donner les bons moyens? Et puis, deuxième point, sur la distribution de l'iode, vous avez attiré notre attention sur une difficulté particulière. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être toute une chaîne de redistribution à travailler avec les collectivités, la sécurité civile, etc. Et quels seraient les moyens financiers également à mobiliser? Je vous remercie. Merci. À vous pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Alors, comment peut-on aller plus vite sur les nouvelles constructions? Est-ce que c'est possible? Ça me paraît extrêmement difficile. Enfin, au regard du tableau que j'ai dressé sur la situation industrielle et encore une fois, la montagne, enfin le mur de travaux face auquel les industriels se trouvent, ça me paraît effectivement extrêmement difficile. S'agissant de nos besoins en personnel côté ASN, alors j'ai évoqué 21 sur le quinquennal. La répartition année après année, c'est plus 6, plus 2 et plus 5. Pourquoi il y a un creux? C'est parce qu'en fait, on redéploie à ce moment-là des personnels qu'on avait consacrés jusqu'alors au contrôle de l'EPR Flamanville 3, en supposant qu'il aura démarré. Sur
les indisponibilités du parc et effectivement les questions de formation. Est-ce que ça a pu influer sur l'état des matériels? On évalue bien sûr année après année la sûreté des différentes installations nucléaires, à la fois sur le volet exploitation, c'est-à-dire la manière dont elles sont organisées, dont les personnels travaillent sur ces centrales, mais aussi sur l'état des installations. Donc, je ne sais pas si Christophe, tu veux en dire quelques mots, mais il y a aujourd'hui pas de... Il n'y a pas d'alerte particulière. Et en fait, quand chaque année on présente ce bilan et qu'on distingue en positif ou en négatif quelques centrales nucléaires, en réalité, c'est sur le volet organisationnel et humain, c'est-à-dire c'est sur les facteurs liés à l'exploitation. C'est assez peu sur les facteurs liés au matériel parce que compte tenu de la standardisation du parc nucléaire, il n'y a pas beaucoup de différence entre une centrale et une autre. Et aujourd'hui, j'ajoute... on a fait passer à EDF un certain nombre de messages qui ont été entendus sur la nécessité de traiter au plus tôt les anomalies de conformité qui étaient détectées. Et donc, on n'a pas d'autres points de vigilance à soulever. Sur Flamanville 3, alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est effectivement une longue histoire. Je pense qu'un des éléments, tout simplement, c'est que lorsque la construction de cette centrale a commencé, les plans détaillés d'exécution n'étaient pas tous prêts. En fait, ils ont été rédigés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, sur les EPR2, les études d'ingénierie, elles sont à un niveau beaucoup plus avancé qu'elles ne l'étaient à l'époque, en 2007, sur Flamanville 3. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement favorable. L'autre élément favorable, c'est qu'il y a une organisation mise par EDF qui nous semble beaucoup plus robuste. Et donc, voilà, il y a des facteurs, effectivement, en principe, en tout cas positifs. Ce n'est pas une garantie absolue, mais on n'est pas aujourd'hui dans la même situation. Est-ce que la programmation pluriannuelle de l'énergie, enfin, dans sa version actuelle, a un impact sur les ressources humaines de l'ASN et des industriels? Les ressources de l'ASN, je dirais que à l'instant T, pas vraiment, puisque la programmation, elle est sur la suite. Donc, elle n'a pas dégradé les ressources actuelles de l'ASN. Et s'agissant des industriels, je pense qu'il ne faut pas non plus chercher dans la PPE précédente l'explication de ce qu'on disait sur la nécessité pour l'industrie nucléaire de regagner en compétences et de réembaucher. Je pense qu'on est sur deux sujets différents là. Pardon. Sur la question des méthodes de contrôle des prestataires, alors oui, c'est un sujet sur lequel nous comptons augmenter notre investissement. Alors, vous disiez, monsieur le député, que nous avons un contrôle qui est beaucoup sur les méthodes. Il est aussi beaucoup sur le terrain. Les 1800 inspections, c'est du terrain. Donc, c'est de la vérification de l'état des matériels. Alors, Christophe revient d'une semaine d'inspection de revue sur la centrale de Panly. C'était une inspection sur laquelle il y a une vingtaine d'inspecteurs qui passent toute la semaine et qui passent au peigne fin l'installation. Voilà. Et sur la question des sous-traitants et des fournisseurs, oui, on compte intensifier nos actions. Oui, un des retours d'expérience de l'EPR, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il faut contrôler l'ensemble de l'écosystème, donc des fournisseurs de rang 1 jusqu'au rang N, de façon à mettre tout le monde en tension et à ce que tout le monde ait une culture de sûreté optimale. Donc on est parti sur ce sujet-là. Donc on a commencé l'année dernière, donc avec une dizaine d'inspections chez des prestataires qui, certains ne savaient même pas qu'ils travaillaient dans le nucléaire. Ils fabriquaient des pièces dont ils ne savaient pas qu'elles étaient montées sur des centrales. Donc c'est un sujet intéressant et qui monte en puissance chez nous. Sur la question de nos relations avec nos homologues étrangers, oui, on en a énormément. Alors, ça renvoie à la question, est-on plus ou moins sévère que nos voisins d'ailleurs, hein. Comme je le disais, sur des sujets analogues, on cherche à voir ce que font nos homologues. Est-ce qu'on est plus ou moins sévère? Vous pourrez poser la question aux gens qui avaient travaillé sur le projet Olkiluoto, de savoir si l'autorité finlandaise était moins sévère que l'autorité française. Je ne suis pas sûr. Il y a certains points d'ailleurs sur lesquels nous, on avait accepté la conception telle que proposée et sur lesquels eux
ont demandé qu'elle soit faite différemment. Donc voilà, il y a aussi des histoires. Et en fait, il y a tout un travail depuis une vingtaine d'années au sein justement de cette association WENRA des autorités de sûreté européennes pour harmoniser nos exigences. Alors, c'est pas non plus très sous les feux de la rampe, parce que c'est un travail un peu dans l'ombre, mais on a rédigé ensemble un jeu d'exigences harmonisées à l'échelle européenne, en fait 300 exigences techniques, qui sont des exigences communes à l'échelle européenne et que chacun d'entre nous s'est engagé à transcrire à ce niveau-là dans nos réglementations respectives. Voilà, donc après, ça ne veut pas dire qu'en termes de mise en œuvre, c'est encore tout à fait harmonisé, mais il y a vraiment une action, et je dirais une action volontaire des autorités nationales. C'est pas la Commission européenne qui est à la manœuvre, c'est vraiment les autorités nationales qui, ensemble, ont décidé qu'il fallait, effectivement, parce que les citoyens européens aspirent à avoir une protection équivalente, c'est un territoire assez homogène d'une certaine façon, donc voilà, et c'est un travail qui avance. Comment être entendu sur les messages qu'on passe, je pense que la matinée, cette matinée en est un exemple. Sur la question des entreposages de combustibles usés à La Hague, la piscine d'entreposage centralisée, effectivement, elle a vocation à être mise en service, vue d'aujourd'hui, à l'horizon 2034, c'est-à-dire après le point de saturation des piscines actuelles. Donc il y a des parades qui sont étudiées, il y en a 3. Il y a la densification des piscines, il y a un dossier qui a été déposé sur lequel on a déjà fait un premier examen. Ça paraît faisable en termes de sûreté. Il y a l'entreposage à sec. Et puis, il y a l'utilisation accrue de combustible MOX, parce que ça permet de désengorger justement les piscines en leur envoyant moins de combustible usé, enfin plutôt en enlevant plus de combustible qu'on va retraiter. Et donc, ces 3 parades sont examinées actuellement de façon simultanée pour être mises en œuvre justement avant le point de saturation. Les nouvelles installations, bien sûr, elles prennent en compte les projections climatiques. On avait d'ailleurs, dans le cadre des travaux de nos groupes permanents d'experts, entendu Météo France sur les projections climatiques à très long terme. Donc oui, les niveaux de calage de la plateforme, de protection contre les inondations, de température extérieure pour le bon fonctionnement des matériels et le dimensionnement des climatisations permettant de maintenir les températures adéquates dans les locaux, tout ça tient compte des projections et c'est réactualisé. C'est d'ailleurs, comme je le disais, réactualisé en plus tous les 10 ans lors des réexamens de sûreté. Sur la qualification des personnels, comment on contrôle, oui, effectivement, on a des actions, Christophe. Tu peux... Oui, donc depuis longtemps, on contrôle en fait la formation générale des agents notamment qui font des activités de maintenance. On avait un trou dans la raquette qui concernait la formation des opérateurs, donc ceux qui conduisent les réacteurs, parce que dans la plupart des pays, en fait, le permis de conduire est délivré par l'autorité de sûreté. C'est pas le cas chez nous, c'est EDF qui le fait. Et donc depuis 2 ans, on a mis l'accent sur ce sujet-là et on fait en particulier des exercices sur simulateur où on prend une vraie équipe avec un scénario et ça nous permet de tester la robustesse en fait des formations assurées par EDF auprès de ces gens qui sont importants pour c'est ceux qui commandent l'installation en salle de commande. Et puis tu peux peut-être prendre les 2 autres questions, le développement des outils numériques. Oui, on en a, y compris pour l'inspection, et puis la distribution des comprimés d'iode. Alors, je commence par les comprimés d'iode. Donc en fait, les relations avec les collectivités locales, ça marche bien, je pense, puisque les préfets font attention à ça. Le sujet que j'évoquais, c'est un sujet législatif. C'est qu'aujourd'hui, avec le RGPD en particulier, donc c'est pas seulement français, c'est européen, on a un souci, c'est quelle base de données peut-on utiliser pour pouvoir toucher les gens qui sont soumis à un risque particulier. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, voilà, parce qu'il n'y a pas de texte législatif qui permet de façon globale d'ouvrir une base de données. Avant, on utilisait, pour l'iode, par exemple, on utilisait la base de données Enedis, parce qu'en fait, tout le monde a du courant chez soi. Aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, voilà, la dernière distribution, on a utilisé des bases de données commerciales, et donc c'est pas bon, voilà. Et c'est un vrai sujet. Sur les outils numériques, en fait, la question, elle est posée peut-être un peu tôt pour nous.
On essaye on innove. On a en particulier eu un financement de l'État pour un outil d'intelligence artificielle qui permet d'exploiter nos lettres de suite de façon à aider les inspecteurs à préparer des inspections. Ça marche bien, même si on pourrait mieux faire. Et en fait, on est plutôt aujourd'hui sur la prospective en matière de méthodes de contrôle en fait, face à des exploitants qui développent des outils numériques un peu partout. Et on ne peut pas nous contrôler dans un monde numérique comme on contrôlait autrefois des papiers, quoi. Et ça, c'est le vrai sujet pour l'autorité. Donc il faudra peut-être aussi des outils qui permettent d'exploiter les outils informatiques. Je crois qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. Merci. Donc j'ai noté une première chose, c'est que vous êtes très favorable à l'amendement qui a été voté au Sénat de 470 000 €. Donc j'espère qu'on saura le garder ce soir. Voilà, dans notre débat. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que par rapport à la petite remarque que j'ai eue en introduction de la réunion sur le fait que les rapporteurs spéciaux introduisaient le thème, je rappelle quand même que le président de la commission est responsable des travaux de la commission, même si j'essaierai évidemment d'avoir l'accord du bureau, et je continuerai à défendre cette idée, et ce qui permettrait à Émilie Bonivard la semaine prochaine, puisque c'est elle qui présentera l'audition des domaines skiables de France, d'angler le sujet. Et enfin, on se retrouve à 19h30 pour l'examen de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2023. Merci. Merci, Monsieur le Président.